Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième consultation avec Sénin Sebaï. Il est ivoirien, numéro 9. Il a 30 ans et il joue actuellement en deuxième division saoudienne à Al Jandal. On espère qu'elle vous plaira et on vous souhaite Un un bon bon visionnage. visionnage. Bienvenue à toi, Sénin, dans la consultation sportive. Tu es un buteur de 30 ans qui joue actuellement en Arabie Saoudite. Même si j'ai un petit peu commencé, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, où tu as commencé le foot et si tu avais des idoles ou des modèles dans ce sport? Bonjour et merci à vous pour l'interview. Bon, moi, c'est Sébastien Hyacinthe, exactement comme tu l'as dit, footballeur professionnel, aujourd'hui évoluant en Arabie Saoudite, précisément dans le club de Al Jandal. Bon, tout est parti depuis Abidjan, depuis tout petit, déjà dans les centres de formation, tout et tout. Mais je vais dire que tout a décollé même en 2014, je suis bien précis, en juillet 2014. Et j'ai fait la connaissance de Nemako, qui est lui aussi un ancien international, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a joué en Ukraine, il a joué aussi en Belgique. Il a fait partie de la promotion des académiciens avec Yaya Touré et Gervinho, tout et tout. Lui, c'est Nemako, il n'a pas brillé comme les autres, mais il était aussi international. Donc, après sa carrière, il rentre à Abidjan pour faire un centre de formation où il ouvre un club dont je participe à un test, évidemment, et je suis pris par le test. Et c'est comme ça que je fais une saison avec eux. Et à l'issue de la saison, nous terminons champion de la division d'honneur à Abidjan et nous montrons en troisième division. Et après cette saison, bon, je décolle maintenant et c'est là pour ma carrière internationale pour la Moldavie. C'est comme ça que tout est parti. Tu as commencé à nous en parler, mais plus précisément, comment fonctionne le foot en Côte d'Ivoire et plus précisément à Abidjan? Est-ce que les infrastructures sont de bon niveau? Explique-nous ça en détail. Bon, je peux dire maintenant, il y a eu beaucoup d'améliorations. Voilà, bon, à mon temps, quand nous on jouait, c'était un peu difficile, c'était un peu compliqué. Parce qu'il y avait pas encore l'arrivée des Didier Drogba, il n'y avait pas encore l'émergence de tous ces noms du football ivoirien. Donc c'était un peu compliqué, c'était un peu très difficile même de pouvoir jouer au foot là-bas. Il n'y avait pas d'infrastructure, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et les clubs peinaient même à avoir même il y avait des clubs qui sortaient du lot comme la SEC Mimosa, qui était le porte-flambeau même du championnat ivoirien, et l'Africa Sport d'Abidjan. Mais après, à part ces deux-là, c'était vraiment compliqué de pouvoir avoir des clubs qui avaient des infrastructures, qui avaient tout, comme par exemple des chaussures pour des joueurs, c'était difficile, même pour gagner, même il y a des clubs qui ne payaient pas aussi les salaires, c'était toutes ces difficultés-là qui fatiguaient un peu. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des Didier Drogba, avec l'arrivée des Yaya Touré qu'on a vu briller, et beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont changé. Il y a même des sponsors qui viennent, tu vois, donc le championnat maintenant a été vraiment bien structuré. Il y en a des clubs qui vont, aujourd'hui, il y a la SEC même qui est allée même en quart de finale, qui a été malheureusement éliminée avec par l'Espérance sportive de Tunis. Mais il y avait le FC San Pedro avant à l'époque, qui a bougé un peu sur le continent international africain. Donc, pour dire que beaucoup de choses ont changé ces 10 dernières années. Et en tout cas, c'est bien pour le football ivoirien. Je pense que ça va continuer. Et là, nous venons de remporter la CAN encore, qui va encore booster les choses. La canne du siècle. Oui, Tu nous as parlé exactement. tu nous as parlé de l'apport des grands noms ivoiriens comme Didier Drogba, Yaya Touré, etc. Est-ce que tu aurais des exemples précis de ce qu'ils ont fait pour l'amélioration du football ivoirien? Bon, des exemples précis, je veux dire par exemple Didier Drogba. Là, déjà, quand il participe à l'élection de la Fédération ivoirienne de football pour être président, ça a challengé tous les autres présidents de clubs. Je ne sais pas si tu vas, si tu me fais bien comprendre, c'est-à-dire ça a mené ça a mené un déclic au fait pour ces gens-là à mieux travailler, à s'améliorer. Parce que quand il est arrivé, il a envoyé une nouvelle vision du football. Il a envoyé une nouvelle approche du football. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, la subvention, par exemple, qui était peut-être à 25 millions de francs CFA, disons 50 000 ou quelque chose comme ça en dollars, quand Didier Drogba se présente, il double ça. Du coup, les autres présidents qui viennent en concurrence avec lui sont automatiquement obligés aussi de Mm. faire plus. Du coup, ça a motivé un peu les gens et ça fait qu'aujourd'hui, comme il y a par exemple Canal Plus Sport qui est venu aujourd'hui, qui est sponsor du championnat ivoirien, Ah qui oui. met chaque match à la lumière, tu vois, un peu.
Donc, il y a aussi Yaya Touré avec son, son apport qu'il a apporté, par exemple, dans les championnats en Angleterre, aujourd'hui qui est coach en Arabie Saoudite. Donc, il y a tous ces soutiens-là qu'ils apportent aussi à la Fédération ivoirienne de football. Il y a des conseils qu'ils donnent. Donc, je me dis que j'ai pas, comme ça fait un peu longtemps, je ne suis pas sur place, donc c'est un peu compliqué, mais je me dis que ça a boosté un peu, quoi. On comprend. Pour continuer un peu sur la Côte d'Ivoire, on a vu pendant la CAN un engouement, on a vu tout un peuple derrière les éléphants, des belles ambiances aussi dans les stades, il faut le dire. Est-ce que tu trouves vraiment qu'il y a une culture foot en Côte d'Ivoire et est-ce que tu le définirais, enfin, tu définirais ton pays comme un pays de foot? Oui, oui, exactement. Parce que le foot en Côte d'Ivoire, c'est comme une religion, tu vois. Partout, partout dans les quartiers, partout dans les villages, une fois que tu entends ce football, ça réunit automatiquement tout le monde. Et je vais même vous raconter une anecdote. Et en 2000 ou, je sais pas, 2010, il y avait la guerre qui séparait mon pays. Tu vois, Mm. c'était vraiment compliqué. Et le pays était divisé en deux. Et quand la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire que le Nord et le Sud qui étaient divisés, il y a Didier Drogba et Yaya Touré qui font un appel au président pour dire qu'il veut jouer le match au Nord, c'est-à-dire le Nord qui était gouverné par des rebelles à l'époque, qui avaient divisé le pays complètement. Et grâce à ce match-là, il y a eu un porte-flambeau qui a mis un thème à la guerre pendant au moins un an. Tu vois comme c'est important tu vois comme le foot est important pour la Mm. culture en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que le football il est ancré dans l'Ivoirien. Et une fois que tu parles football en Côte d'Ivoire, tout le monde t'écoute. Et à travers ce sport aujourd'hui, je me dis qu'il y a beaucoup de potes qui sont, et comment dire, à travers ce sport qui est le football, il y a eu des réconciliations, il y a eu du business, il y a eu du travail, il y a eu des finances qui sont rentrées. Dans tout cas, le football aujourd'hui, qui est modernisé plus en Côte d'Ivoire, mais le football est vraiment quelque chose de culturel en Côte d'Ivoire. Les gens adorent le football là-bas. Et du coup, c'est grâce à ce que tu viens de nous dire là, c'est grâce à ça que qu'on entend souvent Didier Drogba arrêter la guerre en Côte d'Ivoire. Oui, exactement, c'est grâce à ça. C'est grâce à D'accord. cet appel-là qu'il a fait. C'est-à-dire, en plein match, quand le match est terminé, il y avait la caméra, tout le monde était content. Et au lieu de fêter ça, il a apporté en même temps ce message-là de paix. Tu comprends? Donc, du coup, c'est resté. Et le prochain match qui a suivi, ils ont joué ça au nord, qui était une zone non gouvernementale. Et Ok. ça a rassemblé encore plus le peuple ivoirien et ça a apporté un plus dans la réconciliation. Pour en revenir à ta carrière professionnelle, donc après tes performances en Côte d'Ivoire, tu signes donc en Moldavie, comme tu as commencé à nous en parler, à Saksan, donc un petit village proche de l'Ukraine. Comment tu signes en Exactement. Moldavie? Comment ce transfert se fait? En Moldavie, comment ça se fait? Je vais dire, on finit la saison avec Eyanda Desaranou en division d'honneur, nous terminons champion. Et il y a Nemako qui me dit que, bon, il faut rappeler que Nemako travaillait à l'époque avec Dimitri Seluk, le manager de Yaya Touré. Et c'est comme ça, Nemako me propose à Dimitri. Et Dimitri me dit, comme on vient directement d'Afrique, c'est un peu difficile de signer directement dans les clubs européens, tout et tout. Donc, il faut commencer un peu pour voir. Donc, comme ça, on me propose à Saxan, où je vais signer là-bas. C'est comme ça le deal se fait avec Saxan. Donc, je pars en Saxan en juillet. Je vais y signer un an et je commence ma carrière là-bas. C'est comme ça s'est passé. Du coup, tu arrives à Saxen en 2014. Euh, Comment tu t'adaptes dans un pays comme ça alors que toi, tu es francophone? Tu arrives dans un pays où on parle enfin, moldave, roumain peut-être, voire russe. Mhm. Niveau langue, tout ça, Mhm. comment tu t'adaptes dans ce pays-là? À vrai dire, c'était pas facile. C'était difficile. C'était vraiment, vraiment difficile. Mais moi, ce qui m'a plus fatigué, c'était le climat. Le climat, parce que là-bas, on quittait Abidjan avec combien de degrés et on arrive en Moldavie. Il faut dire que la Moldavie, il fait très froid là-bas. Il fait vraiment froid. Et quand l'hiver il commence, c'était vraiment compliqué. Mais là, nous arrivons en juillet. Le temps était quand même favorable pour nous. Un peu difficile, mais c'était bon. On commence la pré-saison avec le coach. Tout se passe bien.
La langue est une barrière, mais on arrive à communiquer parce qu'il passait les informations au manager. Par exemple, quand il y avait des choses à nous dire sur le terrain, comment il fallait faire, il passait l'information au manager et le manager qui nous revenait. Donc, c'était comme ça un peu, un peu, un peu. Et en même temps, dans le temps, on a essayé d'apprendre l'anglais parce qu'on s'est dit que l'anglais, c'est la langue officielle pour pouvoir se déplacer partout. Mais le plus difficile, c'était le climat. C'était très, 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 très compliqué. Il y a des matchs où j'avais la main, le pied tout gelé. Je ne pouvais même plus courir. J'étais obligé de mettre mon pied dans du sachet avant de porter de la Hmm. chaussure. Ah, c'était chaud, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et c'est ça qui m'a plus fatigué en Moldavie, C'était le quoi climat. excuse-moi, c'était quoi la plus basse température que tu as connue en Moldavie? En Moldavie, la plus basse température que j'ai connue, c'était en décembre, c'est-à-dire on finissait la saison, Dieu merci, et on était resté en décembre là-bas, on est monté à moins 38. Moins Hi. 38. Oui, c'était chaud, frère. C'était Wow. la galère. C'était la galère, on était à moins 38. Tu ne pouvais même pas sortir. On restait dans la maison pendant 3 4 jours, complètement sans sortir, sans aller dehors. C'était chaud. La Moldavie fait très, 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 très froid. Je pensais Quand pas. il dit froid, à partir de décembre, janvier, c'était chaud. C'était chaud. C'était vraiment compliqué. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Je me rappelle un jour, on a fini un match en entraînement et moi, c'était mes débuts. Et là, il y a ma main qui était gelée et mon pied. Donc, pendant le match, j'ai demandé au coach à sortir. J'ai dit, il ne peut pas jouer qui les mains et les pieds qui ne peuvent pas fonctionner. Il m'a dit comme ça, OK, vas-y, rentre dans les vestiaires. Il monte dans les vestiaires. Je me dis que ma main, il est froid, donc je vais directement j'ouvre l'eau chaude Ah, et je mets ma main et mon pied à l'intérieur. Tu vois, je rentre dans l'eau chaude, je vais prendre mon bain rapidement pour pouvoir sortir comme ça et je vais prendre un peu chaud. Ah là, c'est l'erreur que je ne devais pas faire. Après ça, quand j'ai mis ma main et mon pied, c'était comme si quelqu'un me frappait le pied et la main. Ah, j'ai commencé à pleurer, c'était chaud, c'était difficile. Mais, Et malgré cette adaptation climatique un peu compliquée, la première partie de saison, tu joues, mais tu es prêté au mercato d'hiver, donc pourquoi et comment le club te l'annonce? bon, après la première partie du mercato, et on joue, et il y a un club en Roumanie, et Astra, qui avait le coach, je pense que le coach qui était moldave à l'époque. Et à l'époque, on avait fait un match contre Sheriff. À ce moment, Sheriff, c'est la bonne équipe là-bas. Et je me suis bien comporté dans ce match. Et donc, le coach là, qui était en Moldavie, à cette époque-là, m'avait repéré. Donc, quand lui, il part en Roumanie, il appelle Saxon pour me prendre en prêt. Parce qu'il il voulait pas le contrat direct, il voulait juste un prêt pour voir si je pouvais m'adapter au championnat européen. Parce que là, on allait commencer maintenant. Et c'est comme ça que je suis parti là-bas en prêt. Mais après, ça ne s'est pas passé comme il devait. Du coup, ouais, c'est ça, janvier 2015. Donc, tu arrives à l'Astra Giurgiu en Roumanie. Donc, certes, le voisin, mais un championnat plus relevé, un club beaucoup plus réputé, qui avait joué contre Lyon en barrage d'Europa League cette année-là. Donc, Oui. comment se passe ta deuxième partie de saison dans ce gros club de Roumanie? D'accord, il faut dire qu'en Roumanie, c'était pas facile. En Roumanie, pourquoi? Parce que quand j'arrive en Roumanie, déjà, le président, il est arrêté, il est mis en prison. Ah. Ouais. En Roumanie, il faut dire que c'est fréquent là-bas, c'est-à-dire que les arrestations et autres sont fréquents. C'est après que j'ai compris. Donc, comment j'arrive en Roumanie? Oh, je vais à l'hôtel, tout, tout, tout. Le lendemain, il y a une réunion. Je ne comprends pas, on me dit que non, le président, il est arrêté, tout, et tout, tout, qu'il est en prison. Waouh, là, c'était chaud. Et 2 3 jours, je pense que le directeur sportif il démissionne. Et pourtant, c'est le directeur sportif qui avait fait venir le coach et tout. Donc, on commence une semaine, 2 semaines, le coach prend sa démission. Le coach qui m'a fait venir de la Roumanie et de la Moldavie, il prend sa démission aussi. Et là, c'est compliqué. Après, ça s'enchaîne des arriérés, des salaires avec certains joueurs. Donc, le nouveau coach qui arrive, lui, il vient et il a déjà une notion des joueurs qu'il veut. Parce qu'il lui, les Roumains, il a déjà les joueurs qu'il a en tête, tout et tout et tout. Et donc, lui, il ne m'a pas fait venir, donc c'est un peu compliqué. Je suis obligé de me battre avec la petite période qu'il a.
Et en plus de ça, le coach, il était un peu. Il arrive déjà, il nous met en réserviste avec moi et avec un ami là. Il nous a mis en réserviste direct. Donc, j'ai compris tout de suite que ça allait être compliqué. Mais je ne devais pas baisser les bras. Il fallait que je continue à m'entraîner, à pas baisser les bras. Mais c'était compliqué avec lui. Parce qu'avec lui, même à l'entraînement, il ne nous donnait pas la chance de pouvoir montrer ce qu'on avait. C'est-à-dire, tu pouvais venir à l'entraînement, il pouvait te mettre à côté, t'isoler même, si on veut dire. Donc, c'est comme ça, je passe 6 mois là-bas et je dis au manager que non, avec le coach, c'est compliqué. C'est pas un gars qui va te donner ta chance pour dire que bon, ok, tu as la chance, montre-moi ce que tu sais faire, tu vois. C'est pas un gars qui va te laisser te montrer en entraînement. C'est quelqu'un qui avait déjà en tête ses joueurs. Je ne sais pas comment il est arrivé là-bas, mais il était déjà un peu. Voilà. Donc, c'était très, 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 très compliqué avec lui. Vu l'arrestation du président, vu le départ du coach qui m'a fait partir là-bas, donc les choses se sont empirées en tout cas. C'était un peu ça. C'est pour ça que c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais du coup, si je dis pas de bêtises, la Strat Giurgiu, c'est un club qui n'existe plus aujourd'hui. Bah, il y a beaucoup de clubs roumains d'ailleurs qui ont été dissous et qui ont été refondés, etc. Tu penses que c'est à cause de ce genre de problème que le club n'existe plus aujourd'hui? Je pense oui, parce que là-bas, c'est fréquent. Un, les arriérés des salaires, et puis deux, les arrestations. Et moi, quand j'étais là-bas, il y avait le Tunisien ou le Marocain, si je ne me trompe pas, Ben Youssef, international Ah tunisien oui. ou Tu joues marocain. à Caen? Oui, qui jouait à Caen, Ah là, oui. le Ok, ouais. défenseur. Oui, et c'était, on avait un bon groupe, on avait une belle équipe. Mais là-bas, c'est-à-dire que quand le président il est arrêté, tout le club dépendait du président. Il y a les problèmes de salaire qui se sont enchaînés, il y a la gestion qui a commencé à être bizarre, et il y a des clubs, des bons joueurs qui ont commencé à partir. Donc pour moi, c'est évidemment c'est ça qui a fait que aujourd'hui, tu vois, il y a des arriérés des salaires, il y avait des gros salaires à l'époque, donc tu imagines comment ils vont rembourser ceux-là. Ils sont obligés de déclarer faillite. Et c'était évident pour moi que ça se passe comme ça. Et c'est pas seulement Astra, comme tu l'as dit, là, il y a beaucoup de clubs comme ça en Roumanie qui font ça. Parce qu'il y a trop tellement d'arrestations arbitraires là-bas que c'est compliqué pour les clubs de fonctionner. Donc, on peut dire que c'était une deuxième partie de saison administrativement compliquée. Donc, tu rentres en Moldavie, tu pars pour rester puisque tu joues le premier tour de qualification en Europa League contre un club qui est habitué de ces barrages, donc l'Apollon Limassol. Qu'est-ce que tu retiens de ton premier match en Coupe d'Europe et qu'est-ce que tu ressens au moment de rentrer sur le terrain? Si tu peux nous raconter en détail ce match et ton ressenti. Et il faut dire que contre Limassol, c'était le match aller, j'ai pas pu jouer parce que quand je reviens en Moldavie, je prends une blessure à la cheville. Une blessure qui m'éloigne pendant près d'un mois et demi pendant la préparation. Donc le match aller, je ne joue pas et on perd à domicile, je pense, 2-0. 2-0 ou 3, je ne sais pas trop. Donc on part à Chypre, le match retour. Dieu merci, ça va. Je sais comme je dois de bouger un peu pour pouvoir jouer le match. Ce qui m'a m'a marqué, c'était mon premier match, je veux dire, international. Mais je ne pensais pas que Limassol était populaire comme ça à Chypre. Tu vois? Là, nous, on va sur le terrain, à l'échauffement, le terrain, il est vide, il n'y a personne. Ah, je me dis, ah, mais les gens, ils parlent du club, c'est la qualification, mais il n'y a personne au terrain. Donc, les gars, on fait des échauffements, tout, tout, tout. Mes frères, on rentre dans les vestiaires, on s'habille, tout, tout, tout. Quand tu sors sur le terrain, mais non, c'est pas possible. À combien de minutes le terrain, il est rempli? Ah là, ça m'a choqué. C'était une belle émotion. Je voulais tout donner pour pouvoir me montrer parce que je me dis que c'est une belle opportunité pour moi de tout donner, mais je n'ai pas pu marquer. Mais on les a bougés quand même, on les a fait bouger un peu quand même. En tout cas, c'était une belle expérience. Beau stade, beau public, belle ambiance. Et puis, la Chypre, encore un super pays. En tout cas, c'était vraiment beau. Et du coup, ouais, malheureusement, donc vous perdez 2-0 là-bas, à Limassol. Et du coup, ça va être la fin de ton aventure moldave. Est-ce que c'était par choix? Est-ce que c'était à cause de cette élimination ou est-ce qu'il y a une autre raison? Bon, pour tout d'abord, pour répartir, quand je repars en Moldavie, tu sais, la Moldavie, comme j'ai dit là, c'était pour moi un tremplin, tu vois. Alors, la Moldavie, pour moi, c'était un tremplin. Déjà, dans ma tête,
c'était de faire tout mon possible pour ne pas durer là-bas. Parce que je me suis fixé des objectifs que je devais atteindre, qui étaient d'aller plus loin dans ma carrière. Donc la Moldavie, pour moi, c'était déjà un tremplin. Donc pour moi, je me suis dit, après l'élimination, bon, j'avais joué le championnat, j'étais parti chez Reveni, on a qualifié le club pour la qualification et l'Europa League est déjà même une belle vision pour Saxon, qui est un petit club d'un petit village. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, c'est le moment de partir. Parce que je pense que j'avais déjà tout donné pour ce club. Donc, après l'élimination, pour moi, je me suis dit, c'est le moment. Donc, après ce match-là, donc, tu pars en Biélorussie, au FC Sluts. Donc, comment tu te retrouves en Biélorussie et dans cette petite ville du centre de ce pays-là? Après la Moldavie, quand on finit les qualifications, il y a le manager qui me propose en Biélorussie. Et il y a Slux qui m'accueille pour un test. Donc, je pars là-bas, je fais, je pense, un mois de test ou 3 semaines, 2 semaines, trop, je ne me rappelle pas. Et ils sont convaincus et c'est là que je signe là-bas. C'est comme ça que je suis parti parce que après mon retour en Moldavie n'a pas été percutant, donc il fallait me chercher un coin qui était plus mieux que la Moldavie, mais où j'allais plus jouer pour pouvoir mieux me vendre. Et c'est dans cette optique-là que le manager a opté pour la Biélorussie. Ok, du coup, tu arrives dans un nouveau pays, encore une fois, encore une langue étrangère. Donc, encore une fois, comment a été l'adaptation? Surtout que tu arrives à l'été, donc en cours de saison là-bas, puisque le championnat biélorusse se joue sur l'année civile. Donc, comment ça se passe pour toi à ton arrivée à Slutsk? À vrai dire, arrivé à Slux, et là, j'avais déjà l'adaptation sur la culture du football de l'Europe de l'Est. Je savais déjà un peu comment ça fonctionnait. C'était un peu beaucoup plus physique. Et moi, avec mon gabarit, je me suis dit que voilà, je pouvais quand même m'imposer dans ce football-là. Après l'adaptation en Biélorussie, il faut dire que le football là-bas, c'était un peu plus élevé que la Moldavie. Parce qu'en Moldavie, on avait seulement que Sheriff et puis quelques deux, trois clubs qui essayaient de se battre. Mais en Biélorussie, il y avait Baté, il y avait Dynamo Minsk, il y avait Trompedo, il y avait plein de petits clubs qui essayaient de jouer l'Europe, qui se battaient bien. Moi, déjà, la langue n'a plus été une barrière parce que la Moldavie parlait russe. Et la Biélorussie aussi parle le russe. Parce qu'en Hmm. Moldavie, il y avait le russe qui était plus parlé que des autres langues, comme le roumain et autres. Donc, en Moldavie, déjà, je m'impliquais plus dans la langue russe par rapport au jeu. Tu es sûr, aujourd'hui, on va jouer 2 touches, 3 touches. Tu vois un peu ces gens de trucs à l'entraînement pour pouvoir mieux Ça, ça vient. m'adapter. Voilà, donc en Biélorussie, ça m'a plus aidé. Ça m'a pas trop compliqué la langue. Ça m'a pas trop fatigué la langue. Et l'adaptation, je pense que ça a été bien parce que là, on arrive, il fait peu chaud, il fait pas froid, tout et tout. Donc voilà, des choses se passent comme ici, toi, ça se passe quand même bien, pas mal. Ah, c'est une adaptation plutôt réussie parce que tu commences la saison de manière correcte, tu enchaînes les titularisations. Cependant, tu pars au mercato d'hiver. Pourquoi? Il faut dire que quand je finis la première partie de saison en Biélorussie, j'étais en surpoids. C'est-à-dire, je jouais, mais j'avais pas une bonne alimentation et j'étais beaucoup en surpoids. Donc, du coup, avec le coach, ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé et il n'y avait pas un bon retour du manager, tout et tout. Donc, comme ça, je pars à Abidjan. Les gars me laissent et tout et tout. Donc, je pars à Abidjan un peu difficilement. C'est comme ça que je reste à Abidjan pendant 4 à 6 mois comme ça. Et là, j'apprends de mes erreurs. Et voilà. C'est comme ça que je me remets au travail. Je commence à perdre les kilos parce que là, j'étais à 90 et mon poids normal, c'était 82. Oui. Donc, il m'a dit, il y avait plus de 8 kilos en plus. J'en voulais à personne, mais j'en voulais à moi-même parce que en Biélorussie, il y avait pas, il fallait manger soi-même, il fallait manger au restaurant souvent. Donc, j'étais pas bien. Je mangeais comme je devais, pas comme un sportif. Hmm. Tu vois, donc après, ça m'a fatigué. Mais quand je rentre à Abidjan, je me rends compte que voilà, je suis en train de tuer ma carrière, tout, que c'est le moment de me remettre au travail. C'est comme ça, je pars, il reste 6 mois sans club.
Du coup, pendant ces 6 mois à Abidjan, t'as repris, enfin, t'as tout fait pour perdre les kilos et retrouver ton poids de forme. Ouais, Abidjan, là, je me remets au travail. J'arrête beaucoup de choses. J'arrête de manger comme manger tard la nuit, grignoter. Tout ça, là, je remets au travail. J'essaie de faire beaucoup de sacrifices. Et par la grâce de Dieu, le club en Biélorussie, le coach, il savait que j'avais des qualités. Il savait que j'étais un bon joueur, mais il me reprochait mon train de vie. Il n'était pas compatible au sport que je faisais. Donc, il me disait qu'il fallait vite dormir, il fallait être professionnel, fallait pas manger tard. Tu vois, donc toutes ces choses-là, je devais mettre ça en compte pour pouvoir faire une bonne carrière. Donc, quand je pars à Abidjan, après les 6 mois qui étaient compliqués, après les 6 mois qui étaient compliqués, je perds le poids et le coach me rappelle. Tu vois, le même coach qui m'a laissé, il rappelle le manager pour dire qu'il me veut parce qu'il sait que je suis un bon joueur. Donc, il me veut dans son club, mais est-ce que j'ai perdu du poids? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tout et tout et tout? Donc, moi, je dis oui, c'est bon, je suis prêt. C'est comme ça que je repars pour la deuxième saison. Alors. Donc, comme tu l'as dit, août 2016, tu reviens à Slout, donc, qui est en pleine saison. Comment cette saison se Mhm. passe pour toi? Parce que tu enchaînes les titularisations comme la saison passée. Comment tu te sens maintenant que tu es mieux en forme et que tu as encore de nouveau la confiance du coach? Là, quand j'arrive à Sloux, il faut dire que le club est déjà relégable parce qu'ils sont déjà avant-dernier. Donc, du coup, il y a plus de pression. Mais déjà que je connaissais déjà le championnat, j'avais pris confiance en moi en perdant du poids, me mettant au travail. Je me suis dit que c'est le moment de montrer ce que je sais faire ici, que c'est une deuxième chance, il faut la saisir. Je connaissais déjà comment le club fonctionnait, j'avais déjà le coach qui me connaissait, je connaissais déjà sa manière de jouer, qu'est-ce qu'il attendait de moi, et je connaissais déjà d'autres adversaires. Et c'est comme ça la saison il commence. Ils sont déjà avant-dernier. Et là, on commence la deuxième partie de la saison. Tout se passe bien, j'enchaîne des matchs, comme tu l'as dit, je marque des buts, on fait une très bonne saison. On va même jusqu'à la demi-finale de la Coupe, je pense. La Coupe de Biélorussie contre, et je ne me trompe pas, comme Shakhtar Saligos. On va où même je marque des buts, tout et tout, mais on s'élimine. Donc, il faut dire que la deuxième partie s'est très bien passée et les gens ont beaucoup aimé. On maintient le club, qui était l'objectif. Dieu merci. Et du coup, donc, sur cette bonne lancée, on arrive fin 2016, début 2017. Vous attaquez donc la nouvelle saison. Mais Exactement. cette fois-ci, le club il change un peu de dimension. Comme tu l'as dit, donc les 2 saisons d'avant, vous jouiez le maintien. Et donc là, vous attaquez la saison fort, puisque à l'été 2017, vous êtes quatrième donc dans la course pour l'Europe, avec encore une fois beaucoup de temps de jeu pour toi. Donc qu'est-ce que tu décides cet été-là, en 2017? Est-ce que tu veux faire le choix de rester à Sloutsk pour potentiellement jouer l'Europe ou tu tentes autre chose si tu as une opportunité? On fait une bonne saison et on termine quatrième. Après ça, dans ma tête, comme je t'ai dit là, il faut bouger. Tous ces pays, pour moi, c'est des tremplins. La Moldavie, la Biélorussie, pour moi, c'est des tremplins. Parce que tu vois, quand on quitte Abidjan, il y a tellement de challenges, il y a tellement de trucs à relever. Quand tu regardes derrière, tu te dis que faut faire vite pour bouger. Faut booster les lignes pour pouvoir partir. Donc, quand on finit quatrième, il y a une offre qui arrive et je parle avec le directeur. Tout le monde est d'accord pour qu'il parte. Parce que eux, derrière, ils vont gagner un peu d'argent aussi. Donc, tout le monde est d'accord que je parte. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que ils voulaient que je parte et moi aussi, je voulais partir. Et j'avais fait une bonne saison là-bas aussi. Tu sais, à Slouk, comme j'ai dit, c'était un peu comme en Moldavie. On joue la qualification Europe en Moldavie. À Slouk, on joue la demi-finale de la Coupe, qui est aujourd'hui pour eux une belle image. Donc, je me dis que bon, à cet instant-là, c'est le moment de bouger. Et c'est comme ça que je prends la décision de partir. Donc, comme on vient de dire, après cette performance, tu pars en Russie, dans la ville de Kaliningrad, à Baltika. Donc, comment se fait ce transfert? Pourquoi rejoindre Baltika qui finit, si on ne se trompe pas, 14e de deuxième division la saison d'avant? Donc, pourquoi ce choix? À Baltica, d'accord, quand je finis déjà en Biélorussie, comme j'ai dit, tout le monde était d'accord pour que je parte. Donc j'avais des options. Il y avait
un club en Biélorussie, Dynamo Minsk, qui me voulait. Et il y avait aussi Baltica qui me voulait. En Russie, pourquoi en Russie? Parce que, tu sais, en Europe de l'Est, et c'est comme il est le meilleur championnat de l'Europe de l'Est, pour moi, c'est la Russie. Tu vois? Et parce que là-bas, c'est plus vu, c'est plus médiatisé, et là-bas, il y a plus de grands clubs. Tu vois, il y a le Zénith Saint-Pétersbourg, CSKA Moscou, qui est l'un de mes clubs favoris. Donc, quand on me propose Baltica, Kaliningrad, je me dis que c'est l'opportunité pour moi de pouvoir me vendre en Russie. Je me dis que c'est le moment pour moi de pouvoir maintenant aller maintenant monnayer mon talent dans ce grand championnat-là, dans ce grand pays-là. Donc, commencer avec Baltica, ça va être une belle vitrine, vu que le club même a terminé 14e. Et ils avaient un projet, quand je parlais avec le directeur à l'époque, il avait le projet de monter en première division. Tu vois? Donc, je me suis dit que c'était un bon challenge pour moi de partir là-bas. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de partir. Du coup, comme on l'a dit, tu arrives à Kaliningrad, pardon, donc enclave russe séparée du pays, donc une situation Mhm. assez peu commune. Est-ce que tu sens un climat différent, pourquoi pas même de tension à l'intérieur de l'oblast vis-à-vis des voisins, ou est-ce que ça change pas vraiment du reste de la Russie que tu as connu par la suite dans ta carrière? Je sens ce changement-là, comme tu l'as dit, parce qu'il faut dire qu'à Kaliningrad, les gens sont plus européens là-bas. Parce qu'à Kaliningrad, il y a encore des maisons qui datent de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, il paraît que c'était une ville allemande. Hmm. Donc, du coup, la mentalité là-bas, c'est différent de celle que j'ai connue en Biélorussie et en Moldavie. Là-bas, il y a plus d'Européens parce que là-bas, ils font frontière avec l'Allemagne, ils font frontière avec la Pologne, si je ne me trompe pas. Donc, à chaque jour, il y a des gens qui arrivent là-bas pour visiter. Et puis, il faut dire qu'il aussi, il y a la mer qui est là-bas, Baltique, la mer Baltique. Et donc, là-bas, je vois une nouvelle mentalité, mais une mentalité positive parce que les gens sont accueillants, les gens sont chaleureux et les gens aiment beaucoup le football là-bas. C'est ce qui m'a encore plus motivé quand je suis arrivé là-bas. Il y avait des retours positifs, souvent même à l'entraînement, il y avait des fans qui venaient, qui étaient beaucoup plus. Et dans la rue, quand tu marchais dans la rue, les gens te reconnaissaient pour dire qu'ils sont vraiment impliqués dans le foot là-bas. Et c'est ce qui m'a marqué le plus. Et est-ce que les matchs à l'extérieur, c'était difficile pour vous, étant donné que vous étiez coupé du reste du pays et que parfois vous deviez parcourir plus de 5000 kilomètres pour jouer à Tumen, par exemple, comment on vit ça en tant que joueur professionnel? Il faut dire qu'à vrai dire, il faut dire, je connaissais pas bien la Russie avant d'y mettre mes pieds. Je ne pensais même pas que les matchs se faisaient par vol là-bas. Pour moi, c'était comme en Biélorussie, on partait en car. Mais quand j'arrive en Russie, tout change, tu vois, tout change. Et le plus petit vol que j'ai fait en Russie, c'était 3 heures. 3 heures de temps, c'était le plus petit. C'est-à-dire, on devait relier. Ah, c'était difficile pour nous parce que à Baltica, il fallait toujours relier Moscou pour pouvoir aller dans les villes. Ah, Il n'y avait pas de vol direct. Donc, à chaque fois, on faisait Moscou, Moscou, Baltica, c'était 2 heures. Et maintenant, de Moscou, maintenant, il fallait relier ces villes qui faisaient 4 heures, 5 heures, souvent même 9 heures. Donc, c'était vraiment une nouvelle vie pour moi. C'était vraiment une nouvelle adaptation. C'était vraiment compliqué parce que je ne maîtrisais pas. Et quand j'arrivais souvent dans des villes, j'étais vraiment fatigué à cause du décalage horaire. Il y avait peut-être des villes qui avaient 2 heures d'avance sur nous, les voyages qui étaient longs dans les avions. moi aussi, Et hein. c'était vraiment, vraiment difficile. C'était vraiment difficile cette adaptation-là. Malgré Très, très, tout, très. malgré tout, si on parle football, tu réalises une saison complète, 2500 minutes, 10 buts, 8 passes D. Comment tu te sens au fil de la saison? À vrai dire, je me sentais à un niveau vraiment où j'étais vraiment bien. J'étais vraiment content. J'étais vraiment content d'être là-bas. Et j'étais vraiment content du projet qui était bien structuré. J'étais vraiment content du professionnalisme qui était là-bas. J'étais content des fans qui étaient là-bas. Et pour moi, c'était quand tu aimes quelque chose, quand tu es content d'être à quelque part, quand tu es content de faire ce que tu fais, il y a forcément des bons résultats qui suivent. Et pour moi, c'est le résultat qui a suivi qui est là. Parce qu'en plus de ça, il y avait du travail qui était bien fait. Et moi, j'étais vraiment. Arrivé à un certain moment, l'équipe avait mis
toute sa confiance en moi, en fait, de pouvoir aller de l'avant, tu vois. Donc, j'avais cette responsabilité-là de pouvoir bien faire à chaque match, à chaque entraînement. Donc, j'avais tous ces aspects-là qui étaient réunis pour moi. Et donc, je me dis que c'est ce qui a fait que tout ça, en est suivi, quoi. Tout était bien, tout était déjà bien disposé pour moi. Donc, je me suis dit, voilà, saisie. Mais pourtant, malgré cette très bonne saison, tu restes en D2 russe, mais tu changes de club. Donc tu vas à Tambov, cette fois-ci proche de l'Ukraine. Comment se passe ton arrivée dans ce club-là, qui est un club de D2 russe, mais avec de meilleures ambitions que Baltica, avec un meilleur effectif? Tu joues avec des internationaux russes comme Chistiakov. Donc raconte-nous un peu cette situation. C'était vraiment bon parce que quand je finis à Baltica, il faut dire que j'avais des offres. Mais à Tambov, pourquoi? C'est-à-dire que ils m'ont montré l'intérêt qu'ils avaient pour moi. Pendant que je finis la saison, j'avais fait des matchs contre Tambov où j'avais bien joué. C'était vraiment bien. Donc, le club me voulait. J'avais des options aussi d'un club de première division qui était Oural à l'époque. Mais Tambov, pourquoi Tambov? Parce que quand j'arrive à Abidjan, je pense à une semaine de mon arrivée, je reçois un appel et c'est le président du club qui m'appelle. Il me montre l'intérêt qu'il a pour moi. 2 jours après, c'est le coach qui m'appelle. Et il me montre l'intérêt aussi qu'il y a pour moi. Il me montre le projet, il m'explique le projet de A à Z. Et il me dit comme ça dans le projet que si je suis là, le projet tournera autour de moi parce que je suis l'attaquant qu'il faut pour ce projet-là. Tu vois, quand un coach te dit ça, du coup, tu as, tu as toute cette confiance-là derrière. Et le projet est structuré sur moi. Moi, je suis déjà content pour ça. Et je suis déjà flatté parce que là, ils me mettent un projet là qui me montre en première division. En plus de ça, il y a l'aspect financier qui était aussi bon, il ne faut pas qu'on va se cacher. Mais moi, dans le contrat, ce qui encore me pousse plus à partir, je demande au club de mettre mon petit frère dans le contrat. Donc, je l'ai dit comme ça que, OK, moi, je suis prêt à venir, mais il y a mon petit frère Abidjan aussi à l'époque qui jouait et je voulais partir avec lui. Le président me dit pas de souci, on le met dans ton contrat et tu viens avec lui. Tu vois, là, c'était difficile de dire non. Et c'est comme ça que je pars à Tambov. Du coup, à la ouais, avant de parler de la trêve, tu réalises plutôt une demi-saison plutôt complète. Euh, Enfin, et les résultats de l'équipe sont aussi bons. Comment est la vie dans le groupe à ce moment-là, quand tout va bien, vous enchaînez les victoires? Comment le groupe vit? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? À Tambov, il faut dire que le groupe vivait très bien aussi. Parce que là, quand on part en Biélorussie, arrivé en Biélorussie, on fait la pré-saison. À l'issue de cette pré-saison-là, je vois un bon groupe, des bons joueurs, comme tu as dit, des internationaux, des gens qui ont envie de gagner, qui te poussent chaque fois à l'entraînement. Et le coach professionnel qu'il est, aujourd'hui même, il est à CSK Moscou, si je ne me trompe pas. Les Mhm. coachs, très bons coach tacticiens, qui donnent de bons exercices à l'entraînement, qui dit comment il faut jouer, comment il faut attaquer. Il y a des matchs comme ça, il nous disait que, pour revenir un peu au coach, il y a des matchs, il nous faisait sortir des vidéos, et il nous disait qu'il fallait attaquer de cette manière-là. Et quand on attaquait de cette manière, on se créait des occasions pour marquer. Pour dire que quoi, le coach, vraiment, c'était quelqu'un qui était très, 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 très fort tactiquement. Il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il faisait. Et en plus de ça, il y avait des joueurs qui suivaient derrière. Le président qui était investi et le gouverneur de la ville de Tambov qui était vraiment bien. Donc, du coup, quand j'arrive là-bas et je vois toutes ces choses-là, c'est ce qui a vraiment aussi motivé, c'est ce qui a vraiment aussi envoyé ces résultats-là, parce que là-bas, on était vraiment, vraiment concentrés et on voulait vraiment monter en première division. Donc, toute cette bonne atmosphère vous permet d'être premier du championnat à la trêve. Cependant, tu vas Mhm. quitter le club et signer à Tobol Kostanay au Kazakhstan. Donc, pour rappel, que c'est comme au Kazakhstan, c'est comme en Biélorussie. Donc, le championnat se joue sur l'année civile. Tu arrives donc en début de saison. Donc, comment se passe ce transfert et pourquoi le Kazakhstan? Déjà, à Tambov, il me restait 6 mois parce que j'avais signé 1 an et je devais finir l'année là-bas après les 6 mois. Et on était premier. Quand je reçois l'offre de Tambov, il faut dire que l'offre était vraiment financièrement bonne. Là, on est en Turquie, en pré-saison avec Tambov et on fait un match amical contre une équipe. Il y a le manager qui m'appelle, qui lui dit pendant le match, il y a les coachs de Tambov et Tombol
qui était au terrain et qui t'a vu. Là, il te propose un contrat de 2 ans avec un salaire comme ça, comme ça, comme ça. Et là, moi, je suis assis dans ma chambre, je réfléchis, je me dis peut-être que c'est le moment. C'était un choix football, mais aussi et financier. Parce que Tombol jouait la qualification de l'Europa League, qui était un bon challenge à l'époque, et aussi le côté financier qui était bon. Donc, c'était un peu compliqué de partir parce que le président, comme j'ai dit, là, il était vraiment un père pour moi. Et le coach qui m'aimait aussi bien, qui sont venus me voir dans la maison, ils m'ont parlé. On a discuté quand on est parti à l'hôtel, ils sont venus dans ma chambre, ils se sont assis là. Et ils m'ont dit non, il ne faut pas partir, il faut rester. Que là, on va terminer la saison. On a eu des discussions, on a parlé, parlé, parlé. Et je les ai expliqué plein de choses. Tu vois, après, il y a la famille qui rentre en compte, il y a la sécurité qui rentre en compte, tout et tout. Ça fait 4 ans, tu joues, tu essaies de traîner un peu ta bosse un peu partout, mais et là, il y a ce qui arrive. Donc, c'est comme ça, tu te dis que tu les exposes ça devant eux. Ils voient que aussi tu as la famille derrière et qu'il faut essayer de les mettre un peu à l'abri. Et en plus de ça, il y avait le côté européen qu'ils allaient jouer et il y avait aussi l'argent qu'ils allaient gagner. Donc, c'était un peu difficile parce qu'on se séparait vraiment, pas comme si on le voulait, mais il fallait. C'était le moment de partir. C'est comme ça que je pars à Tobol. Tu nous 2 ans as, de contrat. tu nous as beaucoup parlé de l'aspect financier de ce contrat. Est-ce que, sans rentrer dans les détails si ça te gêne, mais nous donner une fourchette ou de combien combien on t'a augmenté de salaire comparé à ton ancien contrat À 100%. fois deux? 100% oui, 100% de ce qui est touché à Tambov. Ouais, Pendant 2 ans, tu vois, c'est beaucoup, ouais, c'est quand même bien. Ouais, ouais. c'est sûr. Ouais, c'est quand même bien. Du Mais coup, après aussi, il y ouais, avait vas-y. aussi la qualif de l'Europe, qui était un challenge pour le club de Tombol. Donc voilà. Dans les primes. C'est sûr. Mhm. Ouais, du coup, voilà, comme tu l'as dit, donc, vu que ça commence en janvier, donc à l'été, c'est la moitié du championnat au Kazakhstan. Vous êtes premier du championnat, mais bon, tu joues pas autant qu'en Russie. Malgré tout, tu vas jouer le premier tour de qualification pour l'Europa League, comme il y a 4 ans en Moldavie. Cette fois-ci, vous Mhm. êtes opposé à la Jeunesse d'Esch, club du Luxembourg. Euh, Exactement. Match aller très serré, 0-0 au Luxembourg, donc plutôt un bon résultat sur le papier. Maintenant, je vais pas dire le résultat. Tu vas nous expliquer comment le match retour s'est fait. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé chez vous au Kazakhstan. Le match retour, d'accord, là on va au Luxembourg, on fait 0-0. Déjà, il faut dire à Tombol, quand j'arrive à Tombol, au Kazakhstan, il y a la limite des étrangers. Et Tombol, qui est un grand club, paye beaucoup d'étrangers. Donc, du coup, le coach, il fait tourner. Il fait tourner. Donc, un peu la parenthèse. Donc, on va au Luxembourg, on fait 0-0. Quand on revient chez nous, il faut dire que le match était à nos portées. Parce que le Luxembourg jouait bien son jeu, défensivement et aller en contre-attaque. Défensivement et aller en contre-attaque. Et on joue le match bien, on est dans le match, on se crée quelques occasions, mais difficilement on arrive à marquer. Et là, le coup dur se présente. Deuxième mi-temps, je ne sais pas à quelle minute, là, si je ne me trompe pas. On a un international géorgien, là, Djaba Kankava. Hmm. Il est pas, La Ligue 1. si je ne me trompe pas, il prend le ballon penalty. Si je ne me trompe pas. Penalty, vous fait une faute contre-attaque comme ça, et on prend le but. Frère, catastrophe. Catastrophe dans les vestiaires. Ah, c'était chaud. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était chaud cette élimination. Et du coup, J'ai ouais, cru. en fait, vous perdez. Ce qui est surtout rageant, c'est que vous perdez aucun match, mais vous êtes éliminé à cause du but à l'extérieur qui est supprimé aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus Oui. cette règle-là, mais du coup, vous êtes éliminé à cause de ça. Et forcément, bah, Mhm. j'imagine que c'est un petit peu bétonné derrière. Mhm. Esch. Ouais, ouais, c'était chaud. Je pense qu'à l'issue de ce match, le coach il a dû partir, si je ne me trompe pas. Ouais. Après, ouais, après ce match, je pense que le coach a dû partir parce qu'il ne supportait pas. L'Europe de l'Est, les gens, ils ont une autre mentalité, tu vois.
En Europe de l'Est, tu peux retrouver le président sur le banc de touche. Tu peux... Oui, ils ont cette mentalité-là de pouvoir s'énerver un peu vite. Et tu peux retrouver le président, bon, dans les vestiaires, c'est un peu normal. Parler comme il se doit, parler comme il veut. Tu vois, en Europe de l'Est, tu peux voir un enfant parler à sa maman, pas parce qu'il lui manque de respect, parce qu'ils ont, ils ont ce tempérament-là chaud. Mm. Tu vois, il peut discuter avec sa maman et toi, tu penses qu'il lui manque de respect parce que chez nous, en Afrique, surtout quand tu vois ça, c'est un manque de respect. Mais eux, là-bas, c'est pas ça. Ils prennent pas ça comme ça. Tu vois? Et c'est comme ça, le président, c'était chaud. Donc, on rentre à Costanaï. Il pense que le coach, il part après ça. Il part après ce match. Il y a eu la réunion, tout le monde a commencé à parler. Le président, il est arrivé. C'était chaud, vrai. Après ce match-là, c'était compliqué. Je t'assure, c'était chaud. Donc, C'était très, très, très compliqué. donc, tu nous dis qu'il y a un nouveau coach qui te fait un peu plus confiance que le dernier, que tu retrouves une place de titulaire. Tu achèves la saison avec 8 buts et 4 passes décisives. Donc tu repars pour une nouvelle saison. Mhm. Mais elle est complètement bouleversée par le Covid et elle est stoppée au bout de 2 journées. Donc quel est ton ressenti pendant cette période, cette longue période qui a totalement frisé le football mondial? Ouais, c'était difficile. Pour moi, c'était comme, comment j'ai dit, c'était comme la fin de quelque chose, tu vois, qui faisait vraiment mal. Parce qu'après l'arrivée du Covid, tout a vraiment changé. Tout a vraiment changé. Pas seulement sur le plan footballistique, tu vois, tu étais loin de ta famille. Parce que moi, à l'époque, il y a des gens il y a ma femme qui devait venir me rejoindre, qui ne pouvaient pas, on ne pouvait pas sortir. Donc, il y avait tout ce chamboulement-là qui s'est fait d'un coup. Donc, du coup, tu ne pensais plus football. Tu t'inquiétais souvent pour tes amis, pour ta famille qui était loin. Est-ce que lui, il va bien? Et quand tu reprenais même les entraînements, c'était un peu bizarre. Tu n'étais pas trop concentré à fond. Il venait te dire, bon, jouer un match aujourd'hui, après, tu as 1, 2, 3 mois de repos parce que le Covid était là. Et c'est dans ce truc-là que moi, je prends une blessure encore. Parce que pendant la période du Covid, il faut dire que en plein entraînement, je prends une blessure à la cheville qui me met mal à l'aise pendant 1 ou 2 mois, si je ne me trompe pas. Moi, c'était difficile. C'était difficile. Donc, ce qui a fait que les choses se sont vraiment, vraiment compliquées encore plus avec le Covid. Fallait, fallait jouer, fallait aller à l'entraînement, fallait jouer des matchs même sans supporters. Vraiment, cette période a été vraiment, vraiment, vraiment compliquée, je pense, pour le monde, hein. Oui, Ouais. parce qu'en plus, la plupart des championnats, ils jouent sur 2 ans. Mais du coup, vu que vous, c'était sur l'année civile, la plupart des Mhm, championnats ont été stoppés vers peut-être la 20e journée, ouais, en plein milieu. Mais vous, c'était vraiment mhm, après 2 journées, quoi. C'était arrêt dès le début. Après, donc voilà, ça a suivi son cours. Et mhm, donc, à la fin de l'année 2020, tu as signé dans un autre club. Mais avant d'évoquer ce transfert-là, parle-nous un peu du Kazakhstan. Comment mhm. c'est niveau culture? Et est-ce qu'il y a un bon niveau footballistique, tu trouves, là-bas? Surtout qu'en plus, la sélection a fait de bons résultats pour les qualifs il y a pas si longtemps. Donc, parle-nous un petit peu de ta vie au Kazakhstan. La vie au Kazakhstan, il faut dire que la première année, c'était bien, tout s'est bien passé. J'ai aimé, comme je t'ai dit, là, la culture, un peu comme la culture russe. Tu vois, la mentalité, un peu comme la mentalité russe. Les gens vivent un peu comme en Russie. Ils sont un peu, la population est un peu vieillissante. Là-bas, il faut dire ça, la population est un peu vieillissante. La culture est la même comme la Russie. Il faut dire que là-bas, ce que j'ai aimé plus, c'est la nourriture. Au Kazakhstan, ils ont la culture où la culture, ils ont la nourriture, là, ils appellent ça quoi, le biche parmak. J'adorais ça. C'était vraiment doux. Et il y avait plein de choses. Ils aimaient beaucoup les chevaux là-bas. Ils aimaient aussi le football. Surtout, les clubs là-bas, c'est comme les clubs de la ville. Et c'est comme l'emblème de la ville. Tu vois, quand tu joues pour un club là-bas, c'est comme tu joues pour la ville. Et donc, tout le monde est derrière vous, tout le monde s'occupe de vous, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Et vraiment, c'était vraiment bien. Maintenant, comparé au niveau, il me dit que maintenant, le niveau est un peu plus élevé parce que comme j'étais là-bas, le niveau était un peu compliqué parce qu'il fallait avoir une limite des étrangers, tu vois. Donc, il n'y avait pas beaucoup la concurrence.
Donc, du coup, c'était pas tellement élevé comme il se devait. Tu vois, il fallait aligner peut-être 4 étrangers ou 5 étrangers. Il fallait avoir dans la liste forcément peut-être, on dirait, 5 jeunes de l'académie. Et après, il faut avoir tout le reste kazakh. Donc, du coup, c'était compliqué d'avoir une bonne équipe. Mais là, maintenant, je pense que ça va. Et il y a plein de choses qui ont changé. Et ils ont même des binationaux qui jouent dans les équipes nationaux. Donc, du coup, je me dis que la mentalité a encore plus changé, plus évolué. Donc, les choses bougent quand même bien. Ça bouge quand même bien. Et du coup, tu viens de nous dire que au Kazakhstan, euh, le club, c'était vraiment l'emblème d'une ville. Euh, Exactement. Est-ce que tu retiens quelques ambiances, quelques bonnes ambiances là-bas? Est-ce que dans ton club, il y avait une bonne ambiance? Parce que on voit des fois parler du FC Astana, d'Aktobe aussi. Est-ce que tu peux nous dire Mhm. si tu as retenu quelques ambiances là-bas? Oui, j'ai retenu beaucoup, beaucoup d'ambiance, mais surtout l'ambiance qui m'a marqué le plus, c'est l'ambiance à Aktobe, comme tu l'as dit. Tu sais, Aktobe, c'est le club phare du Kazakhstan. C'est le club où il y a plus de fans. C'est le club où il y a plus de fanatiques. Et la ville là-bas, c'est une ville football. Et à Aktobe, quand tu joues à Aktobe, ah, mon frère, faut être prêt, hein. Il faut être prêt parce que là-bas, les gens ils aiment le foot, ils aiment tellement le foot. Et en tout cas, Aktobe, c'est une ville qui m'a. L'ambiance là-bas dans le stade Aktobe qui m'a beaucoup marqué. Un peu comme j'ai dit, si je vais qualifier Aktobe, je vais dire Marseille du Kazakhstan. Ah oui. Ouais, carrément. Marseille du Kazakhstan. Donc, pour revenir à tes transferts, donc après, tu pars dans la banlieue de Moscou, à Khimki, donc tu arrives dans la capitale. Parle-nous du Mhm. contraste entre les villes que tu as connues et Moscou, donc une métropole de plus de 13 millions d'habitants et une qualité de vie supérieure. Mhm. Il faut dire qu'à Kimki, la vie là-bas était bien, parce que là, on était suivi à Moscou. On était même à 5 minutes ou 10 minutes de voiture à Moscou. Et là-bas, il faut dire, les gens, c'est Moscou, tu vois. La ville est accueillante, les gens sont joyeux. Il fait bon pour y vivre là-bas. Et je pars à Kimki parce que il faut dire que quand je finis mon contrat avec Tobol, et il y a l'ancien coach qui m'a pris à Kaliningrad. C'est lui qui est à Kimki. Tu vois, donc là, qui me fait appel. Il me dit, c'est bah, il vient, là, j'ai pris un club en première division. Tu vas revenir, là, c'est plus la deuxième division, c'est la première division. Il y a Kimki qui n'est pas aussi un club grand comme en CSK ou autre. Mais quand même, il y a des bonnes choses là-bas. C'est un bon challenge. Donc voilà, si ça te dit, viens, moi je suis là, tu vas jouer, tu vas enchaîner tes matchs. Et pourquoi pas faire une bonne vitrine. C'est comme ça. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je viens et je pars à Kimki. Du coup, ouais, si on parle terrain rectangle vert, tu arrives en première division russe, probablement le OK. plus haut niveau auquel tu as joué au cours de ta carrière. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment d'affronter des joueurs comme Malcolm, Azmoun du Zénith, Dejan Lovren aussi, ou même Spartak, je sais pas, Samuel Gigot en tant qu'attaquant, un défenseur. Qu'est-ce que ça te fait de jouer contre des joueurs comme ça? Ouais, c'est plein d'émotions. C'est des personnes que tu as vues jouer dans les grands niveaux, dans les grands championnats, jouer au haut niveau, comme la Champions League, où tu as Malcolm. À Lovren, tu vas affronter Lovren. Bon, Malcolm est un peu attaquant, mais moi, en tant qu'attaquant, affronter Lovren, tu vois, c'est pour moi quelque chose de comment dire, c'est plein d'émotions, tu vois, c'est plein d'émotions. Quelqu'un que tu as vu à la télé, tu as vu jouer la Champions League, tu as vu jouer dans les grands clubs comme Liverpool, Barcelone. Aujourd'hui, tu te retrouves contre eux. Après, t'es fier, tu te dis que tu as fait tu as fait du chemin. Mais en même temps, il faut leur montrer que, faut prouver que tu es là, tu vois. Il faut montrer que tu es là, ça va pas être facile, mais pour les challenger, pour les challenger. Pour moi, c'était ça. C'était l'émotion, c'était de leur montrer que je suis là, que j'existe. Ils sont bien, ils sont bons, mais aussi je suis là, quoi. J'essaie de faire mon petit chemin. Mais les affronter, c'est quelque chose de bien. Tu vois, ça reste marqué dans ta carrière. C'est des choses que tu peux expliquer à tes enfants, tu vois. En tout cas, c'était des bonnes émotions. Donc après tout ceci, on arrive en fin de saison, en 2021 à l'été.
tu joues plutôt sur la fin du championnat. Qu'est-ce que tu penses de ces 6 premiers mois et est-ce que tu as des offres qui arrivent à ta table cet été? Il faut dire à Kimki, ça n'a pas été facile parce que quand j'arrive à Kimki, il y a l'adaptation de la première division qui va se faire. Parce que là, c'est pas la deuxième division, c'est des grandes équipes. Et moi, la deuxième partie du Kazakhstan, ça n'a pas été comme je le devais, comme je le voulais plutôt. Donc, quand j'arrive à Moscou, à Kimki, il y a le noyau de l'équipe qui est là. Ils sont déjà à la deuxième phase de la saison. Il y a le noyau de l'équipe qui est là. Faut booster les lignes, faut travailler dur pour que ça puisse venir. Et après la saison, j'ai eu des offres pour Akmat. Akmat, c'était l'offre la plus sûre. Après, il y a eu comment dire, le club Orange, Oral encore, Oral, quelques clubs qui proposaient, mais Akmat était plus sûr. Akmat était plus sûr. Ouais, du coup, c'est ça, parce qu'en fait, à la base, enfin, tu étais plutôt parti pour rester à Kimki. Premier match de saison, tu joues le Zénith, grand club russe, hein, tu l'as évoqué. Tu fais une passe D même. Et donc, les 5 matchs d'après, tu es titulaire, mais finalement, donc, tu signes en Tchétchénie, à l'Akhmat Grozny, à la toute fin du mercato, le 9 septembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, Exactement. ouais, c'est. Est-ce que. Enfin, tu reçois vraiment. Tu pars vraiment dans le money time du mercato comme ça, et qu'est-ce qui t'a fait changer vraiment d'avis à la dernière minute un petit peu? Il faut dire que Akmat, l'offre était là depuis une semaine. C'est-à-dire que tout était déjà bouclé pendant une semaine. Mais il y avait un peu de complications du côté de Kim qui ne voulait pas que je parte. Et le coach qui voulait qu'il reste pour terminer la saison. Et à Akmat aussi, il y avait un peu des complications parce que le directeur sportif était quelqu'un qui était un peu réticent, mais il y a le coach qui voulait. Donc, du coup, les trucs coinçaient comme ça, et ça s'est fait à la dernière minute. C'est à la dernière minute que ça s'est fait à cause de ces deux problèmes-là. Et c'est comme ça, à la dernière minute, le président de Akmat qui se déplace à Moscou, il est dans l'hôtel de Moscou, là, il m'appelle le matin, et les gars, le contrat, il vient tout, papa, et ça se fait à la dernière minute. C'est comme ça que je pars à Akmat. Mais Donc, vraiment à la dernière minute, comme tu l'as dit, hein, parce que c'était compliqué. tu restes en première division russe, mais avant d'évoquer tes performances sur le terrain, comment est la vie en Tchétchénie? Est-ce que cela diffère du reste de la Russie au vu du statut de république? Exactement. La vie en Tchétchénie, il faut dire que ils sont beaucoup musulmans et comment je te dis, ils ont la culture qui est différente des autres cultures. Et en Tchétchénie, ils sont, comment je te dis, c'est comme tu viens chez moi à la maison, tu fais ce que je te dis. Tu veux pas faire ce que je te dis, tu pars parce que tu es chez moi. Tu vois un peu, c'était un peu comme ça en Tchétchénie. Mais les gens là-bas, ils aiment le football. Moi, je garde toujours le côté positif, tu vois. Je garde toujours le bon côté des choses. Tu vois, en Tunisie, c'était compliqué, mais Akmat, c'est un club de respect, tu vois. En Tchétchénie, tu vas pas entendre qu'il y a peut-être ton salaire qui n'a pas passé. Tu vas pas entendre que Il y a, il y a, il y a le président qui est venu insulter quelqu'un dans les vestiaires. Non, 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 non. Là-bas, tout se fait dans le respect, mais à toi de marcher comme il se doit, tu vois. Et après aussi, c'est une ville qui est, on va pas dire fermée, mais qui a des mentalités, tu vois. Là-bas, on ne porte pas des kilos pour sortir dans la vie, parce que c'est interdit, tu vois. Et voilà, il y a ces gens de trucs à côté qui viennent en ligne de compte, mais après, tu es là pour le football, donc tu fais un peu. Tu fais comme c'est doit, tu vois un peu. Sinon, ça pas, l'adaptation pour moi n'a pas été facile parce que c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué. Ouais, du coup, si on reparle un peu de terrain, bis repetita, premier match, Zénith à nouveau, mais cette fois-ci à la Mhm. Gazprom Arena. Et encore une fois, tu fais une passe décisive, décidément.
Parle-nous de ce premier match sous les couleurs de l'Akhmat Grozny et surtout de l'ambiance à la Gazprom Arena, l'un des meilleurs stades de Russie, tout simplement, hein. Ouais, exactement. À Akmat, quand j'arrive, on fait la pré-saison et là, on part à Zénith, à Saint-Pétersbourg. Il faut dire que Zénith, c'est le club phare de la Russie. C'est l'emblème même de la Russie. Et le stade des Zénith, il est tellement magnifique. Et tu vois, le stade, il est un peu comme comment il se dit? Il est un peu comme dans un bas-fond. Tu vois, vous rentrez, mais vous descendez. Ah oui. Ouais, c'est très beau le stade des Zénith. Et à Akmat, on savait que le match allait être difficile, et moi particulièrement, je savais que le match allait être difficile, surtout que ça allait être mon premier match dans un club comme Akmat, qui est l'un des grands clubs en Russie. Donc je me suis dit dans ma tête, il fallait tout faire pour laisser mes empreintes dès ce premier match, pour montrer que tu as vu, comme tu as dit, là, le transfert s'est fait à la dernière minute, les gens étaient réticents, il y avait des doutes. Donc, pour moi, il y avait tout ce challenge-là derrière. Donc, pour moi, ce match contre Zénith, qui est Zénith, l'un des grands clubs, si j'arrivais à montrer quelque chose là-bas, je pense que ça allait quand même un peu taire les gens qui parlaient un peu à côté à côté. Donc, du coup, ce match-là, c'était une belle ambiance. On perd malheureusement, mais comme tu as dit, je rentre à la deuxième mi-temps. Et je fais ce que je dois faire. J'essaie de bouger les lignes, j'essaie de bouger les défenseurs pour pouvoir apporter mon plus. Et grâce à Dieu, il fait la passe il fait une passe décisive. Je fais un match plutôt pas mal. Et je pense que les gens ils ont quand même aimé. Sinon, c'était une très bonne ambiance à Zénith. Difficile match, belle ambiance. On perd malheureusement, mais je garde un aspect positif de ce match-là. Donc, à la fin de la saison, à l'été 2022, tu sors d'une saison avec peu de temps de jeu, une titularisation. Qu'est-ce que tu Mhm. décides de faire? Bon, après, tu vois, les choses se sont compliquées à Akmat. Ma relation avec le coach n'a pas été comme je dois, faut dire la vérité. J'ai pas aimé le fait que je sois là-bas et que je sois en deuxième, pris comme un remplaçant, tu vois. J'aurais aimé rester à Kimki où je pouvais être titulaire là-bas parce que là-bas, tout était à ma portée. Il fallait que je me batte à l'entraînement et pouvoir jouer. À Akmat, je n'ai pas aimé parce que j'avais pas senti cette concurrence-là derrière, tu vois. Et du coup, avec le coach, les choses ne sont pas bien passées comme je dois. Et j'ai pas aimé, donc j'ai décidé de partir. Ouais, du Ça, coup, c'était plus personnel, personnel. personnel, ouais. Hmm. Du coup, ça sera ton dernier passage en terre russe. Euh, Ouais. C'était en 2022. Est-ce que tu peux nous Ouais. parler un peu du contexte sur tes 6 derniers mois à Grozny? Parce que du coup, tu étais en territoire russe pendant les attaques en Ukraine, le début, Mhm. euh, Hmm. le début des attaques. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte et comment toi, tu as vécu la chose de l'autre côté? Il faut dire que c'était difficile parce que on attendait des choses qui se passaient pas bien. Tu vois, c'était la guerre. La guerre n'a jamais été bonne. Tu vois, on avait des échos. Et dans notre club, il y avait des Ukrainiens. Tu vois, oui, il y avait dans le staff un Ukrainien, il y avait un Ukrainien qui était joueur, il y avait un joueur ukrainien plutôt. Donc, quand tout cela commence, l'ambiance dans le club n'est pas bonne. Tu vois, c'est un peu tendu. On attend des choses. Et en Tchétchénie, il faut dire que les Tchétchènes se battent beaucoup en Ukraine. Tu vois, ils se battent beaucoup en Ukraine. Et en Russie et en Tchétchénie, quand j'étais là-bas, le club Akhmat était comme l'emblème, comme je t'ai dit là, de la Tchétchénie. Donc tu pouvais voir des militaires venir au terrain, parce que le président il est entouré des militaires qui le suivaient. Donc c'était tendu, c'était vraiment tendu. L'ambiance n'était pas bonne. Et moi, après ça, quand je vois tout ça, je me dis que la vie commence à être un peu compliquée. Des sanctions viennent de partout, tu ne peux plus envoyer l'argent à Abidjan, tu ne peux plus faire des transactions. Donc tout devient compliqué devant moi. Mais on ne sentait pas la guerre en Russie sur le plan, comme j'ai dit, sur le plan physique, pour dire que tu vas voir peut-être quelqu'un.
se fait maltraiter par un militaire, ou bien tu vas avoir une bombe explosée, comme en Ukraine. La vie suivait son cours en Russie, tout était bien calme, mais on le sentait sur le côté où tu ne pouvais plus faire sortir de l'argent, ou dans le club, il n'y avait pas une bonne ambiance parce qu'il y avait des Ukrainiens. Donc, du coup, et tous ont commencé à partir. Tout le monde a commencé à partir. Et moi, j'ai joué beaucoup en Europe de l'Est, donc j'avais plein d'amis ukrainiens. Et il y a des amis même qui m'envoyaient des messages pour dire pourquoi ils continuent à jouer en Russie, de stopper, et il y a la guerre là-bas, que quand on joue, on favorise encore et la Russie, qu'il fallait prendre des décisions un peu, mettre des slogans pour dire stop à la guerre, ce genre de trucs. Tu vois, c'était un peu compliqué émotionnellement, tu vois, parce que la guerre là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon pour personne. Donc, à la fin de ton passage à Grozny, est-ce que tu peux faire Mhm. un bilan sur ton expérience en Russie en général, après 3 ans passés à différents intervalles sur le territoire russe? Oui, je peux dire que le bilan, il est positif. Il est positif dans le sens où j'ai pu jouer en Russie, qui est la plus grande ligue de l'Europe de l'Est. Et j'ai gagné, je peux dire, en maturité, d'avoir participé d'avoir joué sur cette ligue-là un peu plus élevée. Ça m'a permis d'être aguerri sur plusieurs plans physiquement, psychologiquement, parce qu'en Russie, il faut dire que c'est difficile le football là-bas est vraiment physique. Et les matchs sont beaucoup en voyage d'avion, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc tout ça là, je peux dire que ça m'a guéri, ça m'a formé. Et puis là-bas, il faut dire que tout est une question de challenge. Chaque jour à l'entraînement, il faut prouver, pouvoir jouer. Et en plus de ça, il faut dire que j'ai appris à parler la langue russe, qui aujourd'hui me permet, voilà, d'avoir une langue en plus, tu vois. Donc le bilan était positif, si je peux résumer comme ça. Donc, après ce passage positif, comme tu viens de le dire, tu cites à Kiryat Shmona en Israël en juillet 2022. Donc, comment se passe ton arrivée en Israël, sachant que le pays est en situation de conflit, surtout que la ville où tu arrives est à la frontière avec le Liban. Donc, comment est le climat là-bas? Bon, à vrai dire, il faut dire que quand je pars en Israël, ce climat-là n'existait pas. C'était 15 ans avant, 10 ans avant que moi j'arrive, qu'il y avait ce climat. Ben, quand j'arrive en Israël, il faut dire que c'était quand même calme, mais avec quelques petits embuscades vers, je peux dire, vers Tel Aviv où il y a le club de trucs là, Akshnov, je sais pas quoi. Là-bas, c'était plus mouvementé. Mais moi, quand j'arrive en Israël, il faut dire qu'à Kiryat Shmona, l'attention était bien. C'était calme. Les gens, ils avaient déjà oublié cette histoire qui se passe maintenant là, 10 ans ou 15 ans en avant et en arrière. Donc, c'était plutôt bien. C'était plutôt bien. On ne sentait pas trop les trucs comme maintenant. Mais sinon, c'était bon. Sur le plan footballistique, tu vis une saison où tu joues pas tant que ça. Comment tu peux expliquer cette situation? À Kiryat Shmona, si tu vois bien le parcours, c'est en fin de saison qu'il a commencé à plus jouer. C'est ça. Voilà, parce qu'au début de saison, quand j'arrive, il faut dire que c'était un peu difficile parce que je jouais le même poste qu'un attaquant qui était international du pays. Donc, du coup, il est resté à Kriachmona. J'ai compris après que c'était difficile de jouer devant lui parce que le club voulait faire la promotion de ce joueur-là. Et moi, derrière, ça me compliquait. Parce que quand j'arrive, premier match, si je me souviens bien, je rentre à 15 minutes de la fin, je fais une passe décisive, on gagne le match. Deuxième match, le coach me fait jouer 15 à 20 minutes, on perd. Troisième match, je joue presque pas, mais on perd. Donc moi, du coup, je vais voir le directeur, je lui explique la situation pour lui dire que ouais, moi j'arrive ici pour essayer, si on veut dire, de me relancer, parce que là, en Russie, c'était pas trop ça, et vous m'avez rassuré que si je venais ici, les trucs allaient se passer. Mais là, je viens, je comprends que c'est difficile. Le directeur me fait savoir que, ouais, il connaît mes qualités, tout et tout et tout. Bon, de ne pas m'inquiéter. Je dis, comment de ne pas m'inquiéter? Là, tu vois, c'est difficile. On avait fait 3 mois sans que je ne puisse être titulaire. Et le mercato, il venait à l'approcher. Bon, on partait en décembre. Donc, moi, j'ai demandé comme ça à pouvoir partir ou à me prêter dans un autre coin où je peux jouer. Parce que je m'entraîne, je donne tout, mais
Je peux pas, je joue pas, je sais pas pourquoi. Et puis en plus, il n'y a pas de résultats qui suivent. Donc c'est compliqué. Donc je me disais que le club allait changer quelque chose, mais c'était pareil. On jouait toujours le même système, on perdait et c'était les mêmes personnes jusqu'à ce que le coach change. Le nouveau coach arrive, pareil. Mais il ne faut pas jouer et on perd, on perd, on perd. Et là, la situation devient catastrophique. Mais j'ai eu la chance de terminer en beauté parce qu'il y a le dernier coach qui est arrivé qui a vu que la situation était vraiment catastrophe. Donc il fallait tout changer. Et là, du coup, je me donne à fond, comme depuis le début, parce qu'au mercato de décembre, j'avais voulu partir. Donc, j'ai expliqué au coach, au président, tout que je vais partir. Ils m'ont dit non, de rester, que les choses vont évoluer, tout et tout et tout. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, je vais rester. Et c'est comme ça que je suis resté. Et en fin de saison, je termine en force, mais malheureusement, on tombe en deuxième division, ce qui était vraiment pénible. Mais sur le plan sportif, comme tu l'as dit, c'était pas positif parce que j'en veux un peu aux dirigeants du club de ne pas m'avoir donné cette chance-là parce qu'ils savaient que j'avais des qualités pour pouvoir faire avancer. Et puis, il y avait plus de jeunes dans l'équipe. Il y avait des joueurs du centre de formation du club, il y avait des joueurs qui n'avaient pas encore joué, qui n'avaient pas l'expérience que moi j'avais. Donc, je me sentais un peu plus impliqué dans le projet, mais je n'avais pas le retour des dirigeants derrière. Donc, j'ai essayé tant bien que mal d'essayer d'expliquer quand c'était difficile, mais c'était pas ça. Mais après, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Du coup, ouais, justement, comment tu vis un peu cette relégation en D2? Parce que c'était frustrant, d'autant plus que tu jouais pas. Ouais, c'était difficile. C'était difficile parce que j'ai tout donné. Et vers la fin du championnat, il nous restait peut-être 3 matchs où on devait gagner deux. Comme je l'ai dit tantôt, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas d'expérience dans l'équipe. Je me rappelle même l'avant-dernier match où on devait gagner. À la 8e minute, l'équipe prend un carton rouge. On mène 1-0 et l'équipe il est à moins. On joue, je marque le deuxième but, on mène 2-0. Il nous faut vraiment une victoire. Donc, on part à la mi-temps à 2-0. On rentre dans les vestiaires, je vois tous les jeunes excités. Pendant que nous on mène, pendant que l'équipe adverse est en moins, mais à la mi-temps dans les vestiaires, tout le monde est en train de parler. Donc, j'ai essayé de calmer pour dire, mais les gars, on mène. C'est pas à nous la pression. Pourquoi vous êtes excités? Pourquoi vous parlez? Tout le monde parle. Reposez-vous. J'ai senti quelque chose qui n'allait pas. C'est comme s'ils avaient une pression. Pourtant, ça ne devait pas venir de nous. Et le match se termine 2-2. Et du coup, on est tombé. Là, j'ai compris que c'était fini. Une équipe qui a moins carton rouge menée 2-0. Et malgré ça, on n'arrive pas à maintenir le score. Il y avait beaucoup de jeunes, donc je me dis que ça m'a fait mal parce que avec les jeunes, je pouvais apporter plus. Mais s'ils m'avaient donné la chance, donc j'avais un sentiment de regret, mais en même temps, j'en voulais un peu aux dirigeants parce qu'ils n'avaient pas mis les qualités qu'il fallait pour que cette équipe-là puisse rester. Et ce qui, même après la fin de la saison, comme ils sont tombés, le club même voulait qu'ils continuent avec eux. Ils m'ont proposé un nouveau contrat, ils m'ont dit de rester, tout et tout. Je n'ai pas voulu parce que je me suis dit que si je restais, ça allait continuer, tu vois. Il n'y avait pas cette certitude-là derrière. Ça m'a fait mal, mais il me dit que c'est le football. C'est pas chaque année on gagne des promotions, tu vois. Souvent, c'est difficile. Donc, Donc, j'ai pris ça comme la volonté de Dieu. Comme tu l'as dit, vous n'arrivez pas à rattraper votre retard et vous finissez premier relégable. Comment tu ressens l'atmosphère autour du club auprès de cette relégation? Il faut dire que, comme j'ai dit tantôt, j'ai terminé bien la deuxième partie de la saison. Donc, du coup, j'avais des bons retours des fans. Il y avait de bons retours du président, des directeurs, de certains employés du club qui me disaient comme ça que pourquoi depuis le début on ne m'utilisait pas. Parce qu'il faut dire que j'ai commencé, tu vois un peu le parcours, c'est vers la fin que j'ai commencé à jouer, c'est vers la fin que j'ai commencé à marquer. Tu vois, donc j'avais le bon retour des fans, le bon retour des dirigeants qui venaient, il y a d'autres qui venaient me dire ouvertement que on a fait un mauvais choix de ne pas te faire commencer à jouer, on a vu comment tu as porté après. Mais ça m'a fait mal parce que c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard et moi derrière, je me suis dit que c'était juste des mots. J'avais besoin des actions. Donc quand on tombe, j'ai vu comme une douleur, mais immense. Parce que derrière, il y avait maintenant la confiance des fans, mais il me suis dit que c'est le moment de partir. Donc j'avais déjà cette séparation en tête et je voyais des encouragements des fans. Donc, mais pour moi, c'était déjà fini.
J'avais déjà mal et c'était difficile. C'était difficile. J'ai pris ça, comme j'ai dit là, comme la volonté de Dieu, mais sinon c'était difficile. C'était vraiment pénible pour moi. Du coup, suite à cette aventure qui s'est un petit peu mal finie, si on peut dire, en Israël, tu signes à Istiklol au Tadjikistan, donc pays qu'on connaît très très peu ici. Donc on le rappelle, c'est un des monuments du pays, si ce n'est le plus gros club du pays, plus de 23 titres. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce club et comment ça s'est fait, tout simplement? Bon, comme j'ai dit tantôt, après l'Israël, et quand la saison est finie, moi déjà en tête, je ne voulais plus continuer avec KH Mona. J'avais d'autres opportunités en Israël, mais dans le contrat, je vous explique, dans le contrat des KH Mona, il était marqué dans le contrat que si la saison finissait, je pouvais renouveler, tu vois, des deux parties, c'est-à-dire le club et moi. On devait tomber d'accord sur les conditions afin que je puisse renouveler. Donc, quand la saison est finie, le directeur il me dit automatiquement qu'il me renouvelle. Maman, il a dit non, c'est pas comme ça, il faut qu'on discute ensemble. On doit revoir certaines modalités, certaines choses, parce que je n'ai pas apprécié la première année. Et là, vu que nous partons en deuxième division, je vais changer beaucoup de choses. Et il m'a dit, OK, mais c'est pas possible que je donne mon mot, qu'il fallait qu'il signe le contrat parce que c'est la partie du club seulement qui donnait son OK. Donc, je dis non, j'ai appelé le manager, on a essayé de revisiter le contrat, l'avocat, tout et tout, on a vu que non, les deux parties pouvaient décider. Donc, je lui ai dit comme ça que moi, je veux retenir, mais voici les conditions. Il n'a pas accepté les conditions, il m'a dit non, il ne peut pas accepter ces conditions-là, il faut que moi je revienne, que c'est le club qui décide. J'ai dit non. Et j'avais d'autres clubs en Israël qui me voulaient, mais vu qu'ils avaient l'écho de ce problème entre moi et KH Mana, ils avaient peur de me signer parce qu'ils se sont dit que si je signais, ça pouvait amener d'autres choses. Et c'est comme ça, dans la foulée, et le coach qui m'a fait venir à Kaliningrad, comme je vous avais dit tantôt, Hmm. le coach des Baltika, c'est lui qui part au Tadjikistan. Donc là, il m'appelle et il m'explique le projet. C'était un projet pour la Champions League asiatique. Il me dit, je viens, mais seulement pour la Champions League, parce que j'ai pris un cours sur le Tadjikistan. J'ai vu que, comme tu as dit, là, c'était un championnat qui était très faible. Et c'était seulement Isiklo, qui est vraiment un grand club de là-bas, qui joue pratiquement toutes les ligues là-bas. La Champions League, ou qui peut aller un peu plus loin. Il est champion à peu près chaque année. Donc, il m'a dit, viens, le projet, c'est ça. Le championnat, c'est pas trop important parce que c'est à coup sûr, nous allons le remporter. La coupe aussi, pareil. Mais pour la Champions League asiatique, j'ai dit, OK, c'est bon, c'est pas mal. Ça me tente d'autant plus que je vais jouer la Champions League asiatique et le coach me connaissait déjà bien. Pour moi, ça allait être plus une chance de pouvoir encore me faire voir sur le plan international avec cette Champions League-là. C'est dans cette foulée que je pars au Tadjikistan, à IC Club, bien sûr. Donc, comme tu as dit, vous jouez la Ligue des champions asiatiques, une nouvelle compétition continentale découverte pour toi après l'Europa League. Ta poule est composée de Al Ahly, club qatari, Persepolis, monument iranien, et Al Nasser, bien sûr, donc le club où il y a Ronaldo, Laporte ou encore Brozovic. Raconte-nous cette aventure en phase de poule et qu'est-ce que tu ressens au moment d'affronter une légende comme Cristiano Ronaldo, surtout comme on l'a vu, tu as marqué. Donc dis-nous cette phase de poule, comment ça s'est passé? Ouais, cette phase de poule, il faut dire qu'on arrive. Déjà, quand on fait le tirage au sort, et on tombe déjà sur Al Aldoula, c'est ça, et le club du Qatar, qui est champion au Qatar. On tombe sur Persepolis, qui est champion d'Iran. Et il y a nous qui sommes champions de Tadjikistan. Il y a Al Nasser, qui eux, ils ne sont pas champions, mais qui ont Ronaldo dans la foulée. Donc on s'est dit que c'est notre poule qui est un peu chaude, parce que là, on a tous les champions. Et c'était déjà chaud, c'était compliqué, mais on avait cette envie-là de pouvoir donner tout et de pouvoir montrer de quoi nous sommes capables, vu que le Tadjikistan, personne ici attendait à nous. Tu vois, c'était comme si nous étions les off-siders, un truc comme ça. Donc on s'est dit, OK, pourquoi pas? Allons donner tout ce qu'on peut. Et puis voilà, il y avait l'émotion vu qu'on était dans la poule avec Cristiano. C'était vraiment top. Au pays, quand les gens ils ont attendu ça, dans la ville, tout le monde en parlait.
Tout le monde en parlait de ça. Vous jouez contre Cristiano, il va venir ici. Est-ce que c'est vrai qu'il va venir? Est-ce que c'est vrai qu'il sera là? Tout et tout. Donc l'ambiance était déjà bonne avant même que la compétition commence. C'était déjà mouvementé. Donc il faut dire que tout le monde s'attendait à ça. Le pays ne faisait qu'en parler de ça. Et moi, ça m'a donné encore une bonne motivation d'être là-bas. Donc c'était déjà bien de pouvoir faire. Et ce tirage au sort nous a vraiment donné un coup de pouce, si on veut dire. Pour rester un petit peu sur cette poule, toi, en tant qu'attaquant numéro 9, est-ce que c'est dur de jouer quand tu as la porte en face? Faut dire que c'est vraiment difficile avec l'effectif qu'ils ont, ce qui est vraiment difficile. Et nous, on partait sur un système défensif. Il fallait jouer en contre. Et il fallait courir beaucoup parce qu'on savait qu'on allait être beaucoup dominé. Donc, déjà, sur le plan physique, il fallait être au top. Et tu as Laporte, tu as Brozovic, tu as Cristiano, tu as Mané, tu as Seko Fofana qui était là-bas. Tu savais déjà que voilà, le match n'allait pas être facile. Fallait être, fallait être prêt. Et c'était vraiment une belle expérience. Mais on savait aussi que Al Nassr n'avait pas une bonne défense parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs offensifs. Et défensivement, c'est pas tout le monde qui revenait dans le plan. On savait aussi qu'on pouvait les avoir si on était bon en contre-attaque. Parce que défensivement, ils n'étaient pas trop top, mais on savait que les attaques, c'était le feu. C'était le feu. Mais il faut dire que jouer contre la porte, c'était vraiment difficile. C'était quelqu'un tactiquement qui est bien, physiquement au top. En plus de ça, il ne fait pas beaucoup d'efforts parce que son équipe domine. Donc, tu vois un peu l'effort qu'il faut faire, aller se battre contre lui, aller se battre encore pour défendre. Vraiment, c'était difficile. Mais c'était un bon challenge. C'était beau à voir, en tout cas. Donc, on le rappelle, le championnat du Tadjikistan se joue sur l'année civile. Donc, au mercato d'hiver, vous gagnez Mhm. le trophée de la Coupe du Tadjikistan, vous gagnez le championnat, meilleure attaque, meilleure défense. 6 buts en 8 matchs de championnat pour toi. Est-ce que tu considères cette saison comme une saison parfaite et surtout une fin de saison parfaite? Je peux dire une fin de saison parfaite vu qu'on a pris des trophées du pays, qui était déjà évident, même s'il faut le dire. Mais sur le plan positif, il faut dire que on a quand même bougé un peu dans notre groupe, vu qu'on a Persepolis qu'on accroche à domicile. Il y a Al Nassr, on va essayer de les bouger un peu chez eux. Tu vois, sur le plan sportif et footballistique, je peux dire que c'était quand même positif, avec des trophées à l'appui. Et cette Champions League est venue un peu booster. Il faut dire que le but avec Al Nassr, ça a été suivi. Et ce but-là m'a vraiment aidé à pouvoir être populaire au Tadjikistan, si on veut dire. Donc, c'était quand même pas mal. Bon, maintenant que la saison est finie au Tadjikistan, est-ce que à ce moment-là, tu as des opportunités ou tu préfères rester à Douchanbé pour repartir sur un nouveau cycle? À ce moment-là, il faut dire que j'ai des opportunités. J'ai des opportunités bien concrètes, tout et tout. Si on veut bien, si je veux être bien clair, quand je finis au Tadjikistan, il y a Tombol qui me rappelle, qui a vu la période, tout et tout. Donc, il me rappelle et qui me propose 2 ans de contrat, tout et tout, bien carré, tout était OK. Et moi, j'attendais seulement que la reprise pour partir les rejoindre en Turquie. Voilà. Donc, après ça, tout était bon. J'avais déjà des offres. Bien sûr, avec Tombol qui était déjà carré, qui était déjà net, tout était bien, mais qui ne prend pas effet parce que, voilà, quand j'arrive à Abidjan, le club commence la préparation en Turquie et je fais le visa, ils m'envoient le billet et moi, dans la foulée, je les explique que, voilà, on est. Et ça m'a fait beaucoup mal parce que je tenais vraiment à partir là-bas. Mais après, c'est la vie, c'est Dieu qui décide, comme on dit. Ils m'envoient le billet le mercredi, je leur dis comme ça que, voilà, j'ai ma famille, tout le monde. Vous êtes en Turquie, moi, vous m'envoyez, je prends le visa mercredi matin, vous me dites de voyager le même mercredi soir. Je leur ai dit, bon, regardez, c'est pas comme ça se fait. Moi, j'ai la famille, j'ai mes parents qui sont là. Laissez-moi au moins le temps de leur dire au revoir parce qu'après la Turquie, je ne reviens pas à Abidjan, je pars directement avec le club au Kazakhstan. Donc, dans la foulée, j'essaie de les expliquer. Et le gars qui gère le billet, je ne sais pas comment il a parlé avec eux là-bas. Je les explique, bon, samedi, je prends mon vol, demain, je pars, je change le billet, tout et tout et tout pour samedi.
Et samedi, j'essaie de rentrer en contact avec les clubs, personne ne me parle, personne ne me répond. Donc, je rentre en contact avec l'intermédiaire. Il me dit comme ça que, bon, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais le club, le président, le directeur, tout le monde m'attendait le mercredi. Il me dit, mais j'ai expliqué que j'ai une famille, tout et tout et tout. Donc, il faut dire que c'est comme ça que je perds mon temps à Abidjan en espérant aller rejoindre Tombol. Mais ça n'a pas été fait à la dernière minute. Et voilà mais ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, ce qui m'a permis de rester à Abidjan encore plus. Du coup, avant de passer à ton club actuel, parlons un petit peu de ta vie au Tadjikistan, même si tu es resté que quelques mois, puisque c'est un pays méconnu du grand public, hein, clairement. Et comment le foot est développé là-bas en termes de stade, d'infrastructure, est-ce qu'il y a des bonnes ambiances aussi? Et puis voilà. Bon, il faut dire qu'au Tadjikistan, le foot n'est pas aussi développé que ça. Si l'échelle de 10, je peux donner peut-être 4 ou 3. Mm. C'est chaud, faut dire la vérité, c'est difficile. Mais je vois maintenant qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer cela. Parce qu'il faut dire que le championnat là-bas, il est beaucoup faible. Il est beaucoup faible. Et infrastructure, c'est encore difficile. C'est très difficile, il faut l'avouer. Mais après, tu vois, il y a des clubs qui font des efforts, comme il y a Rafshan, qui essaie de, bien que mal, essaie de bousculer un peu Istikol. Bon, Istikol, c'est le top. Tu vois, là-bas, Istikol, c'est le top. Moi, j'étais à Istikol, il ne faut pas que je mente. Infrastructure, transport, hébergement, mettre le joueur dans les conditions, top, pas de souci. Tu vois. Mais après, tu vois, tu as d'autres footballeurs africains que tu côtoies sur le terrain, qui sont dans d'autres clubs, qui essaient de t'expliquer. Et puis aussi, tu vas jouer dans les matchs et les matchs dans d'autres clubs, tu vois un peu les infrastructures, comment ça y est. Et vu que tu as joué la Russie, tu as fait des clubs comme Imki Akhmat, des grands clubs comme ça, quand tu arrives au Tadjikistan, tu vois qu'il y a beaucoup de choses encore à faire là-bas, tu vois. Il y a beaucoup, énormément de choses à faire. À part Issekol, je pense que si les autres clubs veulent suivre, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Mais je pense que les gens s'impliquent, le président du pays s'implique, la fédération, les ministres. Ils essaient tant bien que mal de pouvoir faire vendre le pays. Parce qu'avec la Champions League, je pense que ça donne une belle image du pays. Et s'ils m'entendent, si jamais ils m'entendent, je pense qu'ils doivent faire encore plus. Parce que le Tadjikistan, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Il faut aller voir Dushanbe. Je te dis que Dushanbe, c'est un beau pays. Donc, infrastructure, tout et tout. Il y a de l'amélioration quand même. Sinon, c'est quand même un peu difficile. Quand même un peu difficile. Ok. Donc, après tout ceci, tu signes en Arabie Saoudite à Al Jandal. Donc, pourquoi choisis-tu l'Arabie Saoudite? Un choix sportif, opportunité, le salaire, dis-nous tout. Bon, il faut dire que Al-Jandal, pourquoi? Parce que, tu vois, comme j'ai dit tantôt, et Tambov m'a fait perdre du temps, Tambol plutôt. Je suis resté bien longtemps à Abidjan à cause de ce contrat-là, parce que voilà, j'avais déjà tout calé. Et Al-Jandal, il y avait Al-Jandal et puis j'avais Al-Bukaïria, mais qui jouait aussi la Ligue Ligue en Arabie Saoudite, la deuxième division. Donc, quand ça n'a pas été fait avec Tobol, et Al-Jandal m'a contacté, j'ai essayé de voir, de jongler sur les deux, il y avait Al-Jandal et Al-Bukaïria. Al-Jandal qui avait déjà une belle performance et Al-Bukaïria qui était déjà, si on veut dire, relégable, tu vois. Moi, j'ai analysé, j'ai vu que voilà, c'était bon de choisir un club qui était plus déjà maintenu. Je me suis dit que les conditions là-bas vont être un peu plus faciles que Al-Bukaïria et la pression allait pas être trop. Et vu les positions, je me suis dit qu'avec l'équipe, j'ai pu apporter encore plus. Donc, dans la foulée, il fallait venir trouver un club rapidement vu que Tombol n'a pas marché. Et c'est dans ça que je me suis retrouvé à Alger dans le Champ Rivoire. Et est-ce que tu penses que ta bonne performance contre Al Nasser, donc ton but notamment, est-ce que tu penses que c'est grâce à ce but-là et ta performance que Al Jandal t'a voulu? Bon, je pense pas. Je pense pas parce que je me dis que voilà, ils ont essayé de regarder tout le parcours aussi. Mais ce but-là, il faut dire que ça a eu un impact. Parce que après ce but-là, j'ai eu pas mal de propositions.
surtout en Arabie Saoudite. Il y avait d'autres aussi au Koweït, un peu les pays de l'Asie, si on veut dire. Il y avait aussi en Chine, il y avait aussi au non, Ouzbékistan, parce que là-bas, il y a deux clubs qui jouent aussi la même Champions League. Mais il avait opté pour Tobol, tu vois, comme j'ai dit, j'étais déjà là-bas. Et voilà. Donc, à la foulée, Al Jandal, ils sont venus, si on veut dire, à la, à la dernière minute, tu vois. Et moi, dans la foulée, je ne voulais pas rester encore 6 mois comme après Sloux. Donc, du coup, j'étais obligé de prendre ça rapidement pour pouvoir venir essayer de me relancer. Un peu ça. Du coup, comme tu l'as dit, tu signes à Al Jandal, club basé Mhm, dans une petite ville en plein milieu du désert, au nord du pays, donc très loin de la capitale Riyad. Donc, parle-nous mhm. du contraste, si tu trouves qu'il y en a un, entre la vie que tu as actuellement et la vie que tu avais il y a 6 mois de ça à Douchanbé, dans la capitale tadjik. Bon, pour être vrai, il faut dire que la vie à Dushanbe est plus meilleure qu'à Jandal. Tu vois, ici, la ville est, comme tu as dit, une petite ville où vraiment, il y a pas grand-chose ici, tu vois. Et puis surtout que tu es avec la famille et c'est encore plus compliqué, tu vois. Donc, ici, si je veux comparer, je préférais la vie à Dushanbe. À Dushanbe, c'était encore plus active et puis surtout, on était à la capitale. Donc, c'était un peu plus facile là-bas. Par contre, ici, tu vois, c'est un peu le désert, comme tu as dit, c'est un peu difficile, même pour pouvoir aller prendre un café. Il y a, comme on peut le dire, hein, il y a rien, mais tu vois, les gens ici sont plus accueillants, les gens ils sont souriants, vu que et ici ils ont beaucoup la crainte de Dieu, tu vois. Ils ont beaucoup la crainte de Dieu. Et il faut dire qu'en Arabie Saoudite, les gens acceptent, comment j'ai dit, ils acceptent la défaite, tu vois. Par contre, c'est pas comme ça en Russie, tu vois. En Russie, ils acceptent pas de perdre. Par contre, ici, c'est ici, quand tu perds, tu peux voir le président dire c'est la volonté de Dieu, ça va aller. Tu vois un peu dans ce que je veux dire. Mais en Russie, en Europe de l'Est, dans un peu dans d'autres clubs où j'ai passé, même au Tadjikistan, les gens acceptent mal les défaites, tu vois. Ils acceptent très, très, très mal les défaites, surtout quand tu es attaquant, même que tu ne marques pas, c'est chaud après. C'est chaud. Mais par contre, ici, je me dis que peut-être comme c'est un petit club ou peut-être c'est une petite ville, c'est pour ça que les gens sont comme ça. Mais sinon, c'est un peu plus flex. Ils sont pas trop exigeants ici, tu vois. Je ne sens pas le professionnalisme comme il y avait à- au Tadjikistan. Tu vois, ici, ils sont un peu plus flex sur les entraînements, sur les heures, sur peut-être et la nourriture. Depuis que je suis là, et bon, par exemple, il n'y a pas de pesée de poids avant les matchs, c'est-à-dire il y a 3 jours du match, il n'y a pas de pesée pour voir si le joueur il a pris du kilo ou pas. Tu vois un peu. Par contre, dans des clubs professionnels, à 3 jours, 4 jours du match, il fallait une pesée, il ne fallait pas dépasser tel kilo pour être dans la liste, tu vois un peu. Ici, le contrôle n'est pas trop, mais les gens, ils sont bien, ils acceptent les défaites, il n'y a pas trop de pression, ça va aussi. Comparé à Douchanbé, je préférais la vie à Douchanbé. Et sur le plan sportif, donc Al Jandal, c'est un club de D2 saoudienne. Est-ce que les clubs, les infrastructures sont aussi développées en D2 qu'en D1 où il y a vraiment une fracture entre les deux divisions? Ouais, il faut dire que ici les infrastructures sont vraiment développées. Pas à Al Jandal, mais à peu près tous les clubs ont les stades, tu vois. Ici, en deuxième division, tous les clubs, et ils ont des stades de haut niveau. Ils ont des pelouses vraiment bien structurées, vestiaires, bien. En tout cas, ici, ce qui m'a plu, c'est un peu comme en Russie. En Russie, un peu comme les clubs de deuxième division, chacun a son stade, chacun a ses infrastructures, sa base, son centre d'entraînement. En tout cas, tout est vraiment carré ici. Et c'est bien ici en tout cas. Comment ça se passe pour toi depuis que tu es arrivé cet hiver? Là, on est en mai, au moment où on tourne. T'es arrivé en janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Comment ça se Début passe? février. Février, pardon, excuse-moi. Ouais. Comment ça se passe pour toi, du coup? Bon, faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile parce que pour moi, comme j'ai dit tantôt, l'exigence n'est pas de taille ici et ce à quoi je m'attendais, c'est pas exactement ce que j'ai vu comme, par exemple, d'où je suis quitté, où j'avais peut-être plus d'engagement, où j'avais plus de challenge.
Ici, c'est un peu plus flex. Je, j'ai aussi, si je peux dire, sur le plan sportif, ça n'a pas été positif. J'ai la confiance du coach, j'ai la confiance des dirigeants parce qu'ils savent que, voilà, à l'entraînement, je donne beaucoup, dans les matchs, j'apporte. Mais ça n'a pas été comme je voulais, tu vois. Comme j'avais vu, ça n'a pas été le cas, tu vois. Donc, positivement, je dirais pas bien. Et dernière question, donc tu as prévu quoi pour cet été? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire, ta situation sportive l'année prochaine? Tu comptes rester? Un autre transfert, pardon. Bon, on va pas trop se projeter, vu que là, il nous reste 3 matchs à finir. Je suis encore sur contrat ici. Déjà, j'ai essayé de terminer les 3 matchs en beauté. Mais rester, il faut dire 50-50. Peut-être rester en Arabie Saoudite, ok, s'il y a des offres, on va voir comment gérer. Mais il y a déjà des contacts, il y a déjà des offres, que ce soit peut-être en Asie, il y a des gens qui appellent, ici même, il y a déjà des contacts. Mais là, comme j'ai dit, là, la saison n'a pas été positive. La saison n'a pas été comme je voulais. Donc là, il nous reste 3 matchs. Essayer de terminer les 3 matchs en beauté. Essayer de grignoter quelques buts, quelques passes D, et puis voilà, voir ce que ça va donner après. Sinon, il y a déjà des contacts, il y a déjà des offres, comme je peux dire peut-être en Malaisie, peut-être. Il y a déjà des offres qui arrivent un peu du partout. Bon, on va voir ce que la vie va décider. On va essayer de terminer d'abord en beauté et puis voir ce que le club ici aussi va décider. Bon, du coup, pour conclure cette interview, on va te laisser faire un petit bilan de ta carrière en te posant quelques questions. Mhm. Donc, la première d'entre elles, est-ce que tu as des regrets? Je pense par exemple à des transferts ratés ou des choix que tu estimes que tu n'aurais pas dû faire dans ta carrière. Des regrets, je ne vais pas dire ça comme ça parce que je me dis que il fallait toutes ces erreurs-là dans le passé pour que voilà, je puisse m'aguerrir, pour que je puisse voilà, être ce que je suis et bien dans la tête, bien solide aujourd'hui. Et faut rappeler que voilà, j'ai aussi une académie à Abidjan, une académie. Et grâce à mon parcours, j'ai pu avoir une académie. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent en Europe, qui viennent de l'académie, même à Matt Grozny. Il y a Néné B Junior qui est là-bas actuellement, qui vient de l'académie. Donc, si je veux bien voir, le passage à Matt m'a permis d'avoir des contacts là-bas, afin que mon joueur puisse plus partir là-bas. Donc, je ne regrette pas totalement tout, mais s'il y avait des choix à faire, je pense que j'aurais fait différemment. On a vu que tu avais changé de club assez fréquemment dans ta carrière. Est-ce que le changement de club et de pays ont-ils eu un impact sur ta vie privée? Oui, exactement, ça a eu un impact sur ma vie privée. Beaucoup d'impact sur ma vie privée parce que voilà, je bouge beaucoup avec ma famille, c'est un peu difficile. Souvent, je suis loin d'eux pendant des mois. Par exemple, la période de Covid, ça fait peut-être 8 mois, 9 mois sans ma famille. Et souvent aussi, tu essaies de t'adapter, tu essaies de prendre tes marques, tu essaies d'être bien. Et puis, il y a un changement de club, il y a déjà des nouvelles personnes, tu vas aller voir, un nouveau entraîneur, il y a une nouvelle vie qui va recommencer. Donc, comme j'ai dit tantôt, si j'avais des choix, il y a des clubs où j'allais préférer rester même peut-être 1 an, 2 ans avant de pouvoir aller ailleurs, tu vois. Mais c'est la vie, c'est tout ça qui a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Quel a été le pays où tu t'es senti le mieux accueilli et le plus aimé? Le pays où je me suis senti le mieux accueilli, puis je vais dire Kaliningrad. Kaliningrad, Ah oui. à Baltica. Là-bas, c'est jusqu'à présent, je reçois même des messages des dirigeants de là-bas qui me saluent au passage, des fans qui m'écrivent. Voilà, en tout cas, là-bas, c'est 1 an plein, mais c'est 1 an-là m'ont apporté beaucoup. Et surtout que, voilà, il y a le nouveau stade à Kaliningrad, que j'ai marqué le premier but sur ce stade-là, faut le souligner. Et donc, ça fait que chaque année, quand la période arrive, il y a même lors de la Coupe du Monde, il y a un journaliste de RFI qui m'a contacté. Actuellement, j'étais à Tombov, qui a voulu faire une interview sur moi parce que voilà, le stade devait être inauguré par l'Argentine contre le Nigeria, si je ne me trompe pas. Et là, il m'a fait une interview.
Donc, tout pour dire que voilà, Baltica, c'était comme ma deuxième maison. Tu vois, c'était comme ma deuxième famille. Et là-bas, j'étais vraiment aimé. Et j'aimais aussi beaucoup la vie. Donc, pour souligner, je vais dire Baltica, Kaliningrad. Quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué et contre qui tu as joué? Le meilleur joueur avec qui j'ai joué, en club, je vais dire Skopinsev. Actuellement, il est à Dynamo Moscou. Il fait une bonne saison là-bas. Nous étions ensemble à Kaliningrad, en tout cas, on a fait des beaux jours là-bas ensemble. Skopinsev. Bon, le défenseur le plus dur, je vais dire Lovren. Lovren de Zenit. Ouais, c'était bien de le challenger. C'est quelqu'un qui est sur ses appuis, qui est toujours bon dans les balles aériennes. Il faut dire que c'était un beau duel avec eux. C'était un beau duel avec eux. Contre lui, c'était vraiment bien. Du coup, tu as déjà un petit peu amorcé en parlant de l'académie. Même s'il te reste Mhm. encore du temps pour réfléchir, est-ce que tu as une idée de reconversion après ta carrière? Bon, il faut dire que déjà, je suis déjà dans l'académie. Il faut dire qu'après, peut-être, voilà, m'investir encore plus là-dedans. C'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais après la carrière, il faut dire que je compte, voilà, m'investir dedans, essayer de voir comment ça va se passer. Mais je n'ai pas encore décidé si je vais peut-être être devenu entraîneur ou manager, ou je ne sais pas. Mais déjà, l'académie, il est là, peut-être laisser à d'autres personnes s'occuper de ça, et puis moi, aller dans d'autres choses. Ça, je n'ai pas encore décidé, je ne sais pas trop. Mais je vais voir à l'avenir ce que ça va donner. On se note sur ça. Hmm. Ouais, tu peux demander à Panthère. Ouais, donc, ouais, on a vu après ton but contre Al Nasser, ta célébration La Panthère. Tu peux nous expliquer Ouais. l'origine de cette célébration? Bon, il faut dire que quand j'étais à Abidjan, euh, il y a les dirigeants à Eyanda des Aranou, voilà, qui me surnommaient comme ça, qui m'appelaient comme ça tout le temps. Et donc, c'est resté un peu en moi, tu vois. Et moi, quand je marque, j'aime me décrire comme un animal, tu vois, comme un lion, tu vois. Moi, ça pas, je me dis aussi que tout n'est pas venu du. J'ai pas eu tout comme, comment dire, la cuillère dans la bouche. Je me suis battu, je me suis battu pour ma famille. Aujourd'hui, Dieu merci, ils sont un peu à l'abri. Je me suis battu pour pouvoir être ce que je suis. Je me suis fait. Ça n'a pas été facile parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses. Donc, je me dis en un mot que voilà, j'étais comme dans la jungle, si on veut dire, et moi, j'étais l'animal qui devait se battre pour pouvoir s'en sortir, tu vois. Donc, c'est un peu la célébration quand je marque. Je peux dire que j'avance, mais doucement, doucement, mais avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance. Un peu l'animal qui avance, quoi. C'est tout pour cette consultation. On espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À À plus. plus.